Salut tout le monde, c'est Esmeo et bienvenue dans les interviews de Esmeo, l'émission qui interviewe des vrais gens. Aujourd'hui, j'ai, pour faire simple, l'un des plus grands noms du catch en France. Et c'est peu dire, vraiment. Alors, on va me dire qu'il m'en reste sur le coin de la lèvre et pourtant, je vous jure que non, c'est vraiment sincère ce que je dis. J'ai avec moi Monsieur Booster. Bonjour Booster. Salut Asmeo, comment tu vas? Eh ben écoute, je suis mort de trac pour être tout à fait franc avec toi, mais sinon, à part ça, tout va bien. Ok, non mais j'ai jamais mangé personne, du coup t'as pas stressé toi. Je me doute. Bah écoute, on va commencer de manière toute simple. Pourrais-tu te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Bien sûr, alors du coup je m'appelle, mon nom de catch c'est Pierre Booster Fontaine, j'ai 39 ans, je suis né à Carcassonne, donc je suis un pur sudiste, même si j'habite dans le nord depuis des années. Et si tu veux, pour faire simple, en fait j'ai découvert le catch à la télé totalement par hasard quand j'avais 9 ans, en 1985 quand ça passait sur Canal+. Et j'ai vu du catch et en 10 secondes, j'ai su que c'est ça que je voulais faire dans ma vie. Et alors du coup, comme tout le monde, j'ai grandi, je suis allé à l'école, j'ai eu des passe-temps, pas mal de choses. Mais j'avais toujours ça au fond de la tête, ça m'a absolument jamais quitté. J'ai toujours été un fan absolu de catch. Et si tu veux, pour faire simple, à l'époque à la télévision, c'était commandé par Édouard Carpentier et Guy Auré. Et Édouard Carpentier, un jour, dans une émission, a dit que il avait une école de catch à Montréal, et ça m'avait marqué. En fait, j'avais gardé ça dans le creux de l'oreille. Et en fait, si tu veux, un jour, j'ai pris l'initiative, en fait, j'ai trouvé j'avais un correspondant québécois par hasard, et je lui ai demandé d'arracher les pages du bottin et de m'envoyer les pages où il y avait tous les numéros de téléphone des gymnases et les adresses des gymnases. Parce que les catcheurs, bon, vont au gym et s'entraînent dans des gymnases. Et du coup, quand j'avais 17 ans, j'ai écrit à tous les gyms de Montréal. Et du coup, en leur demandant s'ils avaient des contacts dans le catch et tout ça. Et par le plus grand des hasards, un copropriétaire de gymnase avait fait partie de l'équipe canadienne d'haltérophilie et il s'entraînait au centre Robillard à Montréal, où Édouard Carpentier donnait ses cours. Donc il m'a renvoyé une lettre en me disant moi je connais Édouard Carpentier, je peux te mettre en contact. Il m'a mis en contact. Édouard m'a dit qu'il acceptait que je vienne de m'entraîner. Et en fait, j'ai pris un billet d'avion quand j'avais 18 ans. J'ai tout quitté. Je suis parti à Montréal pour m'entraîner avec Édouard. Et le début de l'histoire, c'est ça en fait. C'est comme ça que je me suis lancé dans le catch. Est-ce qu'on peut dire que tu fais partie des premiers Français à être partis au Québec justement pour te former dans le domaine du catch? Écoute, en fait, je suis parti au Canada quasiment 10 ans avant Tom Laroufa et toute la vague des gars qui sont partis s'entraîner chez Landstorm. Du coup, en fait, j'ai un peu fait ce qu'a fait Tom Laroufa, je l'ai fait 10 ans avant et pas chez Landstorm, du coup, je l'ai fait chez Édouard Carpentier. Mais ouais, j'ai été un peu, c'est prétentieux de dire ça, mais dans ma carrière, j'ai toujours été un peu précurseur, on va dire, et à l'avance. Et donc, du coup, ouais, c'était un peu. Mais en fait, c'était vraiment, entre guillemets, par le fait du hasard, parce que même si j'ai fait beaucoup de démarches pour pouvoir aller au Québec, euh, j'avais essayé de me renseigner en France et j'avais trouvé absolument aucun endroit pour contacter des gens qui étaient dans le catch en France. Et assez bizarrement, ça a été plus facile pour moi de contacter Édouard Carpentier au Québec, même si ça paraissait impossible, que de trouver un contact en France. Et par l'ironie du sort, quand j'étais au Québec, j'ai croisé des anciens élèves d'Édouard Carpentier, notamment Nelson Veilleux, qui était le partenaire par équipe de Karl Wallet, en Allemagne, en Autriche, en Afrique du Sud. Et lui il m'a dit, nous, on a déjà bossé en France pour une structure, et du coup, je peux te filer le contact. Il m'a donné le contact. Et en fait, c'est au Québec que je suis arrivé à contacter un promoteur de catch français. Assez bizarrement, quoi. C'est peut-être une question bête ce que je vais dire, mais qu'est-ce qui t'a incité, le fameux déclic qui t'a lancé, enfin qui t'a poussé à devenir catcheur finalement? Écoute, c'est très compliqué. Si tu demandes à quelqu'un pourquoi il est tombé amoureux d'une femme, il aura du mal à t'expliquer pourquoi. C'est juste un ressenti. Moi, quand j'ai vu du catch à la télé, je suis tombé amoureux du catch. À part mes enfants, le plus gros amour de ma vie, c'est le catch. Le catch guide ma vie depuis que j'ai 9 ans. Il n'y a pas un jour où j'ai pas pensé au catch. Il n'y a pas un jour où j'ai pas dessiné une tenue de catch, fait des logos avec mon nom. Moi, j'avais décidé que je voulais m'appeler Booster quand j'avais 12-13 ans. À l'époque, c'était la petite mobilette tu sais, le petit scooter Booster. Et je trouvais ce nom cool, je sais pas pourquoi. Et quand j'avais 12-13 ans, je savais déjà que je voulais m'appeler Booster. Toute ma vie a été rythmée par le catch. J'ai rencontré la femme de mes enfants après un gala de catch. Euh,
tous les événements de ma vie, en fait, je m'en rappelle par rapport au catch. Et du coup, pourquoi? J'en sais rien. C'est incroyablement difficile à expliquer. J'ai vu du catch à la télé. 10 secondes après, ma vie avait basculé dans le catch. Je peux pas t'expliquer pourquoi. C'est comme tomber amoureux. C'est un ressenti, quoi. Finalement, le catch, en fait, il faut le vivre. C'est un réel état d'esprit avant d'être plus qu'une passion. Pour toi, en plus, c'est même plus qu'une passion. C'est un réel métier pour toi, en plus. Ouais, moi, je vis que du catch depuis 2008. J'ai commencé en tant que catcheur en 96. J'ai fait 12 ou 13 pays, je crois. Et j'ai pu commencer à en vivre exclusivement en 2008. Et depuis 2008, je ne fais que ça. Euh, le truc, c'est que le catch, c'est tellement compliqué, c'est tellement dur de le faire sérieusement. Euh, Moi, l'idée, ça n'a jamais été de monter sur un ring et comme les gens jouent au foot le dimanche matin. Tu sais, moi, ma vision du catch, ça a toujours été, je veux faire ça dans la vie, je veux gagner ma vie avec ça, je veux que ma vie tourne autour du catch. Et j'en parle souvent avec des gens. Moi, euh, je suis tombé amoureux du catch quand j'avais 9 ans. Et souvent, quand on a des rêves de gosse, quand on devient adulte, si le gamin qu'on était à l'époque devait nous regarder en tant qu'adulte, des fois, il aurait un petit peu honte, il baisserait les yeux ou se dirait, bah, t'as abandonné tes rêves. Moi, j'ai pas, je pourrais rencontrer le gamin que j'étais à 9 ans tous les jours et je pense qu'il serait fier de moi parce que j'ai tout fait et j'ai sacrifié plein de trucs au niveau personnel, au niveau professionnel pour le catch. Et c'est un truc qui t'habite vraiment en fait. Tu peux pas, euh, tu peux pas réussir dans le catch si tu es passionné de catch comme les gens jouent au foot le dimanche matin ou font du tuning, on voit la pêche à la ligne. C'est pas ça le truc. Le catch, c'est du soir au matin, tu respires catch, tu bois catch, tu manges catch, tu dors catch. C'est une espèce de... C'est tellement dur d'y arriver que si t'es pas obsédé par ça et si c'est pas ta priorité absolue, il n'y a pas de chance d'y arriver. Donc moi, c'est ce que je dis souvent à mes stagiaires et à mes élèves. Quand t'es gamin, tu rêves de catch. Dès que tu décides de t'impliquer dans le catch, c'est plus un rêve, c'est un objectif. Et du coup, tu fais tout pour l'atteindre en fait. Et c'est pour ça que le slogan de l'INFC, c'est réussir est un choix. Parce que personne n'a réussi par hasard. Et dans les gens qui ont fait le choix de réussir, il y en a plein qui n'ont pas réussi. Parce que c'est tellement compliqué que ça doit être une obsession de tous les instants, quoi. Par exemple, comme le rugby, est-ce que le catch possède des valeurs à proprement parler? Oui, absolument. Moi, souvent, quand je dis, alors je fais souvent référence à mes stagiaires et à mes élèves parce que c'est quasiment avec eux que je passe le plus de temps. Euh, Dans le catch, tu as la première valeur que peu de gens comprennent, c'est que le respect ne se donne pas, il se gagne. Quand tu vas arriver dans le monde du catch, c'est pas que les gens vont te manquer de respect, mais ils vont pas te donner de respect tant que tu n'auras pas gagné leur respect. Le respect, ça se gagne sur le ring, à l'entraînement, euh, ça se gagne au gym, ça se gagne dans l'attitude professionnelle que tu as, ça se gagne dans la façon que tu as de te comporter avec les gens. Il y a une règle de base absolue que j'apprends à tous mes élèves. Quand tu arrives sur un show, tu dis bonjour à tout le monde. Alors les gens me disent toujours, mais oui, mais bien sûr. Bah peut-être bien sûr, mais il y a très peu de gens qui le font. Moi, quand j'arrive dans un show, que ce soit un petit show en France ou un gros show à l'étranger, je dis bonjour et je serre la main à tout le monde, que ce soit bien sûr le promoteur, les catcheurs, les gens qui sont au stand de merchandising, la personne qui a monté le ring, la personne qui a conduit le ring pour le camion. Parce que s'il y a pas tous ces éléments de la chaîne, au final, tu catches pas. Et du coup, tu gagnes pas ta vie et t'as pas la chance d'exercer ta passion. Tous les plus petits maillons de la chaîne sont importants. D'ailleurs, il n'y a pas de petits maillons dans une chaîne. Dans une chaîne, tous les maillons ont la même taille. Ils sont pas juste pas situés au même endroit. Et ça, c'est une valeur absolue dans le catch. Respecter tout le monde, montrer de l'intérêt à tout le monde. Et d'ailleurs, il y a une règle que peu de gens connaissent. Quand tu arrives, normalement, tu sais, quand tu arrives dans un endroit et que deux personnes parlent, la politesse veut que tu ne les interrompes pas. Ça, c'est une règle que tous les enfants apprennent. Dans le catch, si tu rentres dans un vestiaire et qu'il y a deux personnes qui parlent, la règle veut que tu les interrompes et que tu leur dises bonjour et que tu les salues. Si tu rentres dans un vestiaire, qu'il y a deux personnes qui parlent et que tu les interromps pas, tu fermes la porte et tu t'en vas, c'est comme si tu avais nié leur présence. Et c'est un gros manque de respect. Donc toutes ces choses-là, ça fait partie de ce qu'on appelle l'étiquette en fait. La façon de se comporter, la façon de l'image qu'on donne de soi dans les vestiaires. Et ça, c'est des règles. Si quelqu'un qui, il faut que
ce soit une personne qui les connaisse, qui te les apprenne. Moi, Édouard Carpentier me les a apprises. Je les apprends à mes élèves. Et souvent que je regrette qu'il y a beaucoup de structures en France de formation où on ne parle pas de ça aux élèves. Et du coup, ils arrivent sur les shows, ils se comportent entre guillemets mal. Ils pensent qu'ils font bien, mais ils font mal. Simplement parce que les personnes ne leur ont pas appris. Et ça, je trouve ça dommage, en fait. Nos valeurs et la façon de se comporter, c'est une tradition qu'on a dans le catch. Et dans le catch, on parle souvent de brotherhood, en fait. C'est une espèce de confrérie, tu vois. Les catcheurs, les pros entre eux se comportent un peu comme des frères. Et on a des valeurs. Et pour entrer dans cette confrérie, ben, il faut que tu appliques ces valeurs. Et ben, du coup, il faut que quelqu'un te les apprenne. Et souvent, je suis sur des shows en France où et je regrette que les gens ne connaissent pas ça, en fait. C'est dommage parce que c'est une espèce de tradition qui se perd et c'est vraiment dommage, quoi. Alors, c'est assez étrange parce que moi, c'est plus mon vécu personnel qui va parler, mais ce cas de figure-là n'est peut-être pas forcément que uniquement dans le domaine du catch, on peut dire, mais moi, je l'ai connu également dans le judo. Et apparemment, dans d'autres disciplines sportives, il y a également cette même caractéristique, cette même valeur au judo. On doit vraiment saluer son instructeur, on doit saluer son adversaire, on doit saluer ses camarades, et il y a vraiment une sorte de... il y a vraiment cet esprit de respect de l'autre, même si ça reste un adversaire, même si ça reste son instructeur, même si on en prend plein la tête, il y a quand même cet esprit de respect, quand même, cet esprit d'existence également. Voilà, et je trouve que le judo possède des caractéristiques communes avec le catch, ou l'inverse, on peut dire que le catch possède des caractéristiques communes avec le judo. Et, Absolument, ouais, et, ce, absolument. et ce que tu m'as expliqué, en fait, moi je l'ai vécu également, mais dans le domaine du judo, mais ça remonte à plus de 15 ans, et je me suis rappelé justement de ces valeurs-là. Oui, puis après, il y a aussi, si tu veux, il y a la façon de se comporter qui est très importante. Et après, il y a aussi autre chose, c'est que dans le catch, quasiment tout est basé sur la réputation. Notamment maintenant parce qu'il y a Internet. Et je passe mon temps à le répéter soit à mes catcheurs, soit à mes stagiaires. Dans le monde du catch maintenant, vu qu'il y a Internet, admettons qu'un catcheur français est booké en Autriche ou en Angleterre le samedi soir. S'il se comporte mal, le dimanche matin, toute l'Europe du catch est au courant. À cause d'Internet, à cause des téléphones, à cause de trucs machin. Et à partir de là, la réputation est super importante. Et dans le catch, il faut souvent être au bon endroit au bon moment. Et que c'est beaucoup de relationnel. Donc du coup, il y a une vraie importance de la réputation. Et les gens que tu croises quand tu vas monter, c'est les mêmes gens que tu vas croiser quand tu vas descendre. Et ça, il faut jamais l'oublier en fait. Il y a le fait, bien sûr, de devoir bien se comporter, parce que voilà, c'est une notion de respect de base. Et aussi par rapport au business, c'est quelque chose qui est primordial si tu veux aller quelque part, si tu veux monter, si tu veux quitter ta structure, quitter ta structure, aller plus loin que ta propre structure, catcher dans d'autres structures, catcher à l'étranger, c'est un truc qui est absolument indispensable, quoi. Oui, j'ai cru comprendre, tu avais d'ailleurs expliqué ça dans une très très bonne vidéo sur YouTube. Tu as expliqué que le principe également du catch, c'est de ne pas forcément rester au même endroit, mais également de bouger, de naviguer, d'être au contact de plein de personnes. Je vais donner un exemple. Alors, c'est vraiment bidon ce que je vais dire, mais moi ça me rappelle le fameux manga japonais Dragon Ball Z. Le personnage principal, Sangoku, voyage un peu partout, que ce soit à travers le monde ou même dans l'univers, et même dans l'au-delà lorsqu'il devient mort, et ça lui permet d'apprendre, d'être au contact de plein de personnes, vraiment d'être au contact de plein de nouvelles cultures, vraiment d'avoir de nouvelles techniques, de toujours se former, d'être toujours en entraînement. Et ça me rappelle également le domaine du catch qui reprend exactement la même chose aussi. Donc finalement, je me dis que toutes les valeurs que je connais du monde geek, le monde du catch, je les connais également, et je suis pas si éloigné que ça, alors que je ne suis pourtant pas catcheur moi-même. Bah, écoute, si tu veux, il y a ça. Puis après, je vais te raconter une petite anecdote. Alors, si la personne se reconnaît, je dis absolument pas ça pour me moquer, c'est juste pour illustrer mon propos. Un jour, quelqu'un m'a appelé à l'INFC pour se renseigner pour les stages. Et à l'époque, donc c'est déjà il y a quelques années, parce que moi j'ai commencé en 96, c'est ma 21e année de catch. Et à l'époque, la personne qui m'a appelé m'a dit, bah, moi je fais du catch depuis 17 ans et j'aimerais bien faire un stage avec toi. Et à l'époque, moi je catchais depuis 16 ans. Donc la personne catchait depuis plus longtemps que moi. Et je lui ai dit, bah écoute, c'est bizarre, ça fait 17 ans que tu catches. Il m'a donné son nom de catch et j'avais jamais entendu parler de lui. Donc je lui ai dit, bah écoute, c'est quand même bizarre. Moi, j'ai catché un petit peu partout en France, j'ai un peu partout en Europe, j'ai fait ouais, 12, 13 pays, et j'ai jamais entendu parler de toi. Du coup, je lui ai dit, mais excuse la question, mais tu catches où? Et il m'a dit, bah, je catch dans tel département de France. Je lui ai dit, bah, du coup, tu as appris le catch là, mais tu as dû
Enfin, t'as dû bouger en 17 ans, tu vois. Il m'a dit non, non, je catch dans ce département. Je dis, mais c'est pas possible, ça fait pas 17 ans que tu catches dans le même département. T'as jamais quitté ton département en 17 ans. Il m'a dit, ben non, c'est pour ça que j'aimerais venir à l'INFC faire un stage et puis pour essayer d'aller catcher un peu plus loin, tu vois. Et je me suis dit, mais comment tu peux catcher dans la même structure et ne pas quitter ton département pendant 17 ans? Pour moi, tu vois, c'est incompréhensible parce qu'au bout de 17 ans, il y a forcément une lassitude, il y a forcément une. Quand tu es passionné, tu as envie d'aller voir les autres personnes, de savoir. Moi, j'adore, si tu veux, quand on fait venir des Japonais pour Japan Expo, j'adore parler avec eux. On a fait venir des Américains, on a fait venir des Mexicains, on a des Anglais, des Allemands, des Autrichiens. C'est super de se confronter, de voir ce qui se fait ailleurs, et ça fait partie de la pratique, tu vois. Et je me suis dit, mais comment tu peux. Ta tête ne peut pas exploser quand ça fait 17 ans que tu catches dans un département, quoi. Et c'est vraiment ça, comme tu disais, l'idée dans le catch, moi, c'est toujours ce que je dis à mes élèves et à mes stagiaires. Je trouve que c'est pas une bonne idée au début de multiplier les entraîneurs. Je pense qu'il faut apprendre les bases du métier avec une personne. Après, ton devoir, c'est d'aller voir ailleurs, d'aller faire des séminaires, d'aller peut-être dans d'autres écoles de catch, de bosser pour une structure, de bosser pour d'autres structures dans ta région, après en France, après dans les pays limitrophes, peut-être en Belgique, peut-être en Suisse, après à l'étranger. C'est ton devoir de faire ça quand tu veux être catcheur. Les gens qui sont entraînés par une structure qui fait à la fois école et show, quand ça fait 3, 4, 5 ans que tu as appris dans une école et tu catches sur les shows de cette école, il y a un moment où tu as fait le tour, quoi. Faut aller ailleurs, il faut catcher des gens. C'est en catchant des étrangers et des Français qui ont appris ailleurs, ou des étrangers ou des stars, que tu apprends ton métier et que tu deviens un meilleur catcheur, quoi. Donc oui, comme tu disais, ça fait partie du truc de bouger, c'est obligatoire, quoi. Bah, surtout que dans plein de domaines, c'est un petit peu comme l'école de la vie. Je veux dire, vous prenez le football, un footballeur ne va pas rester dans son club éternellement, il va bouger de club en club, il va passer par exemple du Paris Saint-Germain au Real Madrid, en passant par Arsenal, en passant par le Bayern Munich, il va bouger le footballeur. Vous prenez par exemple un pilote automobile, il va peut-être faire les 24 heures du Mans, il va peut-être faire le championnat du monde de Formule 1, il va peut-être faire le championnat du monde des rallyes, il va bouger, etc. Et je pense que pour qu'un athlète soit accompli, il se doit de bouger de plus en plus et être au contact de plein de personnes afin justement d'apprendre. En tout cas, moi à l'école, c'est comme ça que j'ai appris et mes parents m'ont élevé comme ça aussi. Donc, Oui, puis après, c'est tellement facile d'être un gros poisson dans un petit aquarium, tu vois. C'est ça aussi le truc, c'est qu'il y a un moment, tu ne peux être qu'un vrai gros poisson quand tu t'es jeté dans la mer, quoi. Si tu es dans une petite flaque d'eau, c'est facile d'être le boss du truc. C'est facile d'être la star de son club. C'est plus compliqué d'être une star au niveau national, c'est encore plus compliqué d'être une star au niveau international. Euh, et ça aussi, c'est pas de la naïveté, les gens le savent. Et pas tous, mais il y en a certains qui ne quittent jamais leur structure parce qu'ils ont peur d'être confrontés aussi au niveau à l'extérieur. Et peut-être ça les obligera à se mettre en question. Donc il y a ça aussi, quoi. on va pouvoir enchaîner un petit peu parce que j'aimerais en savoir un petit peu plus sur ton parcours. Tu as tout à l'heure évoqué le cas de tes débuts avec le grand Édouard Carpentier. Finalement, comment s'est passé tes débuts au Canada lors de ta formation, notamment avec ton tout premier entraînement? Écoute, mon premier entraînement, c'est un grand souvenir. Je me souviens que la première fois que j'ai vu Édouard Carpentier, c'était exactement comme au cinéma. J'ai vécu la scène au ralenti tellement je trouvais ça incroyable. Et si tu veux, il y avait le truc, c'est que Édouard, il était déjà âgé, il voulait pas avoir beaucoup d'élèves et il était très sélectif en fait. Moi, j'ai passé 11 mois au Canada, quasiment un an. Et sur l'année où j'ai été là-bas, il a dû former 5 élèves. Il y a plein de gens qui sont venus, qu'il n'a pas entraîné. Moi, j'ai eu la chance qu'il m'accepte et qu'il me garde. Et en fait, quand on était des élèves d'Édouard Carpentier, on avait la chance un petit peu d'avoir cette entre guillemets réputation. Et du coup, quand Edouard pensait qu'on était prêt, il nous donnait un ou deux contacts, on pouvait commencer à faire des petits matchs. Et du coup, moi, je considère que ces matchs ont fait partie de ma formation. C'était pas encore mes débuts de carrière. Et, mais si tu veux, les entraînements, ça se passait le samedi matin et le dimanche matin pendant 2 heures. Moi, vu que j'étais disponible, de temps en temps, j'avais droit à des cours privés dans la semaine, une ou deux fois par semaine. Et puis le fait que je sois français, j'ai vite vu qu'Edouard m'avait un petit peu à la bonne, si tu veux. Du coup, il me prenait un petit peu sous son aile. C'est pas qu'il me favorisait, tu sais, mais quand il y a des gens à qui il accordait pas de temps, moi, il a jamais refusé de m'accorder du temps, quoi. Et, et du coup, voilà, il était.
je pense il a vu quelque chose en moi et il s'est dit qu'il perdait pas de temps, en fait. Et Édouard, il avait vraiment cette passion de transmettre son savoir. Et pour lui, c'était quelque chose d'important. Et moi, j'ai gardé ça de lui. C'est comme je dis souvent à mes stagiaires, à mes élèves et aux gens les gens qui catchent maintenant et qui ont été, que j'ai entraînés le savent. Pour moi, c'est incroyablement important le fait de transmettre ce que je sais aux gens parce que c'est le seul moyen que ça existe encore quand moi j'aurais quitté le catch en fait. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est pas du tout anecdotique. Et Edouard, c'est vraiment un truc qui m'a inculqué quoi. Et du coup, voilà, les entraînements au Canada, c'était vraiment intensif, surtout que moi, j'ai pas appris le catch dans un ring. Pendant très longtemps, on s'entraînait sur des tapis de lutte. Et alors, pour des gens qui ont déjà fait des chutes de catch, euh, les 10 premiers mois de la formation, je n'ai shooté que sur des tapis de lutte. Et c'est très formateur parce que oui, t'as mal partout. Mais bon, au moins, c'était la manière pour Edouard de savoir que les gens qui étaient là, ils n'étaient pas là par hasard, quoi. Mais ouais, c'est une des plus belles périodes de ma vie, clairement, quoi. Parce que j'étais, j'étais passé du fait de réaliser un rêve à remplir un objectif et à essayer de réussir cet objectif-là. Et puis après, il y avait le dépaysement, il y avait le Canada, il y avait Montréal, qui est une ville absolument fabuleuse. Donc, ouais, c'était une belle période. Est-ce qu'on peut dire que tu es un Édouard Carpentier-Gaille? Ah ouais, mais absolument. Enfin, moi, je le revendique. Bah, là, il y a des gens qui vont peut-être se moquer ou trouver ça anecdotique, mais j'ai tout mon mollet droit qui est tatoué avec le portrait d'Édouard Carpentier, des coupures de journaux, des photos de lui pendant sa carrière. Et tout mon mollet droit a été dédié à Édouard. Moi, je dis souvent, la vie m'a donné un père biologique, en fait, qui est quelqu'un bon, qui est décédé maintenant, mais euh, voilà, pour qui j'ai une énorme tendresse. Et la vie m'a aussi donné un deuxième père dans le catch. Et moi, je suis un Édouard Carpentier-Gaille, mais jusqu'à la fin de mes jours. Et c'est rare de rencontrer quelqu'un qui change ta vie. Et moi, j'ai eu cette chance-là, en fait. J'ai rencontré quelqu'un qui a changé ma vie et qui a fait de ma vie ce que je voulais qu'elle soit. Et je n'oublierai absolument jamais ça, quoi. Justement, le fait de ne pas oublier ça, c'est quand même ce qui a pu te construire en tant que, en partie, être humain, mais aussi en tant que lutteur, parce que du coup, tout ce qu'il t'a appris, bah, du coup, maintenant, tu l'utilises dans ta vie de tous les jours. C'est vraiment les fondements même de ta carrière. Donc, c'est quelque chose de très important dans ta vie. Et puis, Ah je bah trouve, écoute, il y a pas une journée de ma vie où je ne pense pas à Edouard. Et puis, je ne trouve pas ça anecdotique ou ridicule, le fait que tu t'aies fait tatouer des choses en rapport avec Edouard Carpentier. On voit bien Rey Mysterio qui s'était fait tatouer des choses en rapport avec Eddie Guerrero. Moi, au contraire, je trouve que c'est même à la fois un hommage et un très grand respect d'un élève envers son instituteur, son enseignant, son professeur. Bah, C'est même le plus bel hommage qui puisse être fait, je trouve. bah écoute, oui, puis comme je le dis des fois en plaisantant, mais pour moi c'est très significatif. Sur mon corps, en fait, j'ai trois portraits de tatoués. J'ai le portrait de ma fille, de mon fils et celui d'Edouard Carpentier. C'est les trois personnes qui, entre guillemets, pour moi, ça a un sens de me tatouer leur portrait sur moi, en fait. C'est te dire l'importance qu'Edouard peut avoir pour moi, quoi. Donc tu as parlé du coup des tapis de lutte, donc lors de tes premiers entraînements. Quelles ont été du coup les difficultés que tu as rencontrées lors des premiers entraînements? Écoute, les difficultés, c'est un peu comme tout le monde, c'est que le catch, ça fait mal. C'est un sport de contact. Les gens pensent que le catch, c'est chiqué et qu'on fait semblant. Je peux te dire un truc, le catch, on fait pas semblant. Dès que tu fais semblant dans un ring, tu fais plus du catch. C'est du théâtre, si tu veux, mais je n'ai absolument rien contre le théâtre. Je respecte énormément cette pratique-là, mais le théâtre, c'est pas du catch. Dans le catch, on fait pas semblant. On apprend à faire les choses vraiment en essayant de pas se blesser. C'est ça le catch. Mais on fait pas semblant. Et du coup, oui, ça fait mal. Puis moi, j'ai appris à l'ancienne. Euh, Quand on a commencé à apprendre les coups et à se donner des coups, il y avait une tradition que maintenant, je pense, quasiment plus personne n'a dans le catch. Et Edouard te disait, ok, tu te mets au mur. Et le fait de se mettre au mur, ça voulait dire que les autres allaient te donner des coups. Et le fait qu'il y ait le mur derrière toi, tu pouvais pas reculer. C'était tout bête. C'est-à-dire que, et tu apprenais à recevoir les coups et ça endurcissait ton corps. Et puis ça, voilà, tu avais un certain taux de résistance à la douleur. Et tu savais que quand Edouard disait, bah, tu vas au mur, bah, c'était une séance de coups et tu allais manger. Mais ça faisait partie du truc. Et c'était pas une brimade ou c'était pas quoi que ce soit, ça faisait partie de l'entraînement. Et, et ce côté un peu old school, moi aussi, ça m'a appris le respect, c'est-à-dire que
Il y a un moment, ça peut paraître prétentieux, mais dans ma bouche, ça l'est pas. Euh, tout ce que j'ai pu faire dans le catch, ou tout ce que le catch a pu m'apporter, euh, j'ai pas le sentiment d'avoir eu de la chance. J'ai le sentiment d'avoir travaillé pour et d'avoir mérité absolument tout ce que le catch m'a donné. Et ça, c'est une grande force, en fait. Grâce à Edouard, tous les jours de ma vie, je sais que la chance que j'ai d'avoir ce que j'ai par rapport au catch, euh, personne ne me l'a donné. C'est moi qui suis allé le chercher, en fait. Et ça, ouais, c'est une grande force et une grande fierté pour moi. Et du coup, oui, pour revenir à ta question, oui, les premiers entraînements, ça fait mal. Il y a des fois, tu chutes tellement que ouais, tu te précipites aux toilettes pour vomir parce que ton corps en peut plus. Euh, Ça fait partie du truc. C'est pour ça que je dis, si t'es pas vraiment passionné, euh, tu peux pas réussir. Là, si tu fais ça en dilettante et que tu réussis, c'est que t'es dans une structure où on t'a pas appris le respect du catch. Et cette structure devrait pas exister. Parce que le catch, c'est quelque chose de sérieux et qui se respecte. Il y a trop de gens qui ont donné leur vie, sacrifié leur santé pour le catch. Il y a même des gens qui sont décédés dans le ring. Tu peux pas faire comme si ça n'existait pas. Je veux dire, moi, c'est la grande phrase que Edouard m'a dite et que je passe mon temps à répéter à tout le monde, c'est ne te sers pas du catch, sers le catch. Tu es là pour servir le catch. Si ça te donne quelque chose en retour, c'est bien, mais le catch ne te doit rien. C'est toi qui es passionné de catch, c'est toi qui dois quelque chose au catch. Et ça, c'est une attitude qui est vraiment fondamentale, quoi. Finalement, on peut dire que le catch, c'est un petit peu comme une religion. C'est vraiment plus qu'un simple sport, c'est carrément une réelle religion. Donc, Mais le catch, c'est un sacerdoce. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mauvais côtés. Euh, Finalement, il y a pratiquement plus de mauvais côtés que de bons côtés. Les bons côtés, c'est les côtés qui sont intrinsèques au catch. C'est quand tu es dans le ring, c'est la performance, c'est le public. Les mauvais côtés, c'est le milieu du catch, où il y a une majorité de gens euh, dans les générations maintenant qui sont là un peu par hasard, qui, il y a 30 ou 40 ans, on ne les aurait même pas laissé monter le ring. Et là, ils sont dans le ring et ils pensent qu'ils sont catcheurs alors qu'ils ne le sont pas. Euh, Ouais, c'est une vraie religion. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu... Des fois, Des fois, je dis, voilà, je porte ma croix. Parce que le catch, c'est un plaisir absolu. Et en même temps, c'est tellement des fois de frustration, de... Ouais, de frustration. Mais parce que le milieu est tel qu'il est et tu ne pourras pas le changer. Et souvent, c'est le milieu du catch qui te frustre et le catch en lui-même qui t'apporte les bonheurs qui te permettent d'avoir la force vive de rester dedans, quoi, et de supporter. alors, le changer peut-être pas, mais placer la barre tellement haut à tel point que les autres concurrents ne pourraient même pas essayer de rivaliser. C'est un peu le principe de l'entreprise commerciale au final. Au niveau des shows, oui. Maintenant, au niveau de l'entraînement, faut pas se leurrer, quoi. Si, moi, je sais très bien, et c'est pas un manque de respect à le fait de dire ça, si j'entraînais les gens maintenant comme Edouard m'a entraîné, j'aurais un élève tous les 2 ans, sûr et certain. Et du coup, j'aurais pas de structure, parce que j'aurais pas de structure de formation, parce que économiquement, elle serait pas viable. On est tellement dans une société du plaisir, du raccourci, de la notoriété gratuite. Moi, la plupart, pas la plupart, mais assez souvent, je vois des gens arriver à l'école de catch, ils veulent pas être catcheurs, ils veulent être stars à la WWE. Ils aiment pas le catch. Ils aiment la WWE, ils aiment les lumières, l'argent, la notoriété. Ils s'en foutent du catch. Il y a des gens que je croise, ils viennent à l'école de catch et c'est style, oh bah tu nous apprends à chuter, après le but du jeu c'est d'aller à la WWE. On n'est pas intéressé à faire des shows de catch en France. Parce qu'ils aiment pas le catch, ils sont pas fans de catch, ils sont fans de la WWE, ils veulent des stars, tu vois. Ça, Et malheureusement, je le vois partout. star, c'est pas un métier, hein. Tu peux devenir une star du catch si tu fais très bien ton métier, mais star, c'est pas un métier, hein. Ça, malheureusement, je le vois partout et ce dans de nombreux domaines, que ce soit des gens qui veulent s'improviser catcheur, d'autres qui veulent s'improviser vidéaste en parlant de WWE, en utilisant des termes comme smart, mark, heel turn, face turn, alors que finalement ils ne savent même pas la réelle définition. Je pense que les gens veulent être connus parce que c'est la génération Internet. L'école de la vie où essayer d'apprendre des choses à la dure, forcément, bah, ça se perd de plus en plus, ce qui est réellement dommage. Malheureusement, je pense que ce- comme la WWE reste la promotion et l'organisation de catch la plus reconnue à travers le globe,
forcément, les gens ont tendance à vouloir s'identifier à eux parce que c'est les plus connus. Ils pensent que c'est les meilleurs, alors que pas forcément. C'est les meilleurs en termes économiques, mais en termes de performance, ils font que le strict minimum parce qu'il y a une tournée par derrière à assumer. Et donc, du coup, les gens s'identifient peut-être plus facilement à eux, s'identifient plus facilement à la WWE. Et quand on parle de catch, on dit superstar du catch au lieu de parler de catcheur. Et malheureusement, je pense que la WWE y est quand même pour beaucoup et involontairement quand même. Oui, mais parce que je pense qu'on est tous, enfin, on est tous. Au moins les gens de ma génération, parce que moi, le catch américain est arrivé en 85 sur Canal+, que ce soit, par exemple, Christophe Ajus, moi, Jérôme Pourru, qui s'occupait de Planète Catch, on est des fans de catch qui ont été créés dans les années 85, 86, 87. Et on a découvert le catch avec la WWE. Et après, vu qu'on était passionné de catch, on a cherché, on a été curieux, puis on a découvert d'autres choses. Et toutes les générations de catch, j'ai l'impression, qui se succèdent, plus les générations avancent, moins les gens sont curieux. Ce qui est très paradoxal, parce que nous, à l'époque, on n'avait pas Internet. Maintenant, il y a Internet. Et des fois, je suis mais subjugué du fait d'avoir des stagiaires euh, qui ne savent pas qui est Mitsuharu Misawa, qui est Bill Watts, qui est Ricky Dozan, qui est Carlos Colon, euh, plus près de nous, qui est, je sais pas, des catcheurs européens comme Franz Schumann, Robbie Brookside. Et ouais, je suis un peu. Effectivement, on a tous découvert le catch avec la WWE ou WWF à mon époque. Mais ça empêche pas la curiosité, quoi. Maintenant, c'est tellement facile avec Internet de se renseigner et de voir ce qui existe que c'est dommage de rester focalisé sur la WWE, quoi. Alors, sans mentir, je crois que sur les noms que tu as cités, j'ai reconnu du coup Bill Watts, qui était l'ancien dirigeant de ce qu'était la WCW, ou encore Carlos Colon, qui est du coup le père de Carlito et Primo. En tout cas, pour citer ceux que j'ai reconnus. Après, c'est vrai que c'est paradoxal parce que moi-même, je suis un pur produit de l'époque NT1. J'ai commencé à regarder du catch depuis 2008 et je ne m'en cache absolument pas. Je ne vais pas mentir en disant que je regardais RTL9 depuis des années, alors que ce qui est totalement faux. Moi, j'ai découvert le catch en 2008 avec NT1, avec du coup Philippe et Christophe. Et Ouais. pour ma part, c'est le catch, c'est un peu comme le jeu vidéo. C'est-à-dire que vous avez un produit, mais vous avez envie d'en avoir un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Dire, tu imagines des gens qui ne joueraient qu'à Mario, aucune chance. Ils joueraient à Sonic, ils joueraient à Pac-Man, ils joueraient à Tomb Raider, ils joueraient à plein d'autres jeux. Et ben pour le catch, c'est un peu pareil. Tu vas pas te contenter que d'un seul produit quand tu peux en avoir une quinzaine différents qui peut en plus te satisfaire sur ta passion en plus. Donc, je trouve ça assez paradoxal quand même. Bah, écoute, moi aussi, et c'est quelque chose que je me suis jamais expliqué parce que moi, je l'ai pas fait consciemment. Moi, ça a toujours été naturel de, entre guillemets, dès qu'il y avait l'étiquette catch, voilà, je consommais. Et en fait, si tu veux, par exemple, si tu compares le Puro Resu à la Lucha Libre, ou si tu compares l'époque de World of Sport, la grande époque du catch britannique, avec même l'époque classique du catch en France, de l'âge d'or du catch en France, il y a tellement de choses différentes que tu découvres un truc qui fait que tu découvres un truc qui fait que tu découvres un truc, et voilà, tu mets le doigt dans l'engrenage et après c'est parti. Il y a tellement de choses à découvrir dans le catch. C'est souvent ce que je dis à mes élèves. Moi, j'ai jamais fini d'apprendre. Je continue à apprendre tous les jours. Et pourtant, j'ai 39 ans, bientôt 40. Ça fait, c'est ma 21e année de catch. Et pourtant, je suis toujours curieux et avide d'apprendre. Je sais que je sais peu de choses finalement sur tout ce que l'histoire, tout ce qui est l'histoire du catch. Donc, ouais, c'est bizarre que des fois, des gens n'aient pas cette curiosité puis cet appétit de découvrir ce qui est fondamentalement leur passion, quoi. On peut dire que le catch, finalement, c'est un peu comme l'histoire sans fin. Mais c'est exactement ça, parce qu'il y a tellement de choses qui existent. Quand tu commences à rentrer dans certaines subtilités, admettons, je prends un exemple, sans rentrer trop dans les détails, mais si tu prends en compte la psychologie du catch, la façon de monter les matchs, comment tu racontes tes histoires, il y a tellement de... La psychologie du catch a tellement évolué de façon différente à travers les temps, et la psychologie a évolué de manière différente au Japon, aux États-Unis, au Mexique, en Europe. Même dans les pays européens, la psychologie n'a pas été la même. Il y a des pays qui en ont influencé d'autres, il y a des styles qui en ont influencé d'autres. Tu as le fait de savoir que, par exemple, euh, le style, il y a un truc qui est intéressant, par exemple, la façon de la psychologie japonaise, avant,
la psychologie japonaise a influencé toutes les Indies américaines. Donc maintenant, la psychologie des Indies américaines, c'est la psychologie japonaise des années 80-90. Et c'est assez marrant de voir ça et de se poser la question. Et après, tu te poses plein de questions, tu découvres plein de trucs. Pourquoi maintenant le catch japonais, ils ont quasiment la même psychologie que le catch américain avant? Qu'est-ce qui a fait que, tu vois, ça a switché, que l'un est passé à l'autre? C'est plein de trucs passionnants, tu vois. Et quand je me dis qu'il y a certaines écoles de catch, on n'apprend même pas aux élèves ce qu'est la psychologie, tu vois, c'est à se taper la tête contre les murs. Parce que c'est fondamental, tu vois. Donc là, je rentre dans des trucs un peu spécifiques, mais il y a tellement d'univers à découvrir dans le catch que, ouais, c'est infini, quoi. Finalement, ce qui nous manque en France, c'est un peu une culture du catch. Mais la culture populaire du catch, on l'a. Le problème, c'est que c'est les catcheurs qui n'ont pas de culture catch. Pour reprendre un exemple, quand je fais des formations intensives de 4 semaines l'été. Donc je fais 4 semaines en juillet, 4 semaines au mois d'août. Pendant la première semaine, il y a toujours un jour, en début de matinée, où je réunis tous les stagiaires dans le ring, je dis, OK, on va faire une espèce de questionnaire de culture générale catch. Et je leur pose plein de questions. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais poser comme question? Par exemple, c'est quoi un dusty finish? Personne ne sait. Euh, Quand on fait une promo, c'est quoi les 3 règles de base? Personne ne sait. Euh, Tel catcheur, il a eu quel personnage? Par exemple, c'était qui Tiger Mask 2? Personne ne sait. Pourquoi on a créé Black Tiger? Personne ne sait. Comment est né le personnage de Tiger Mask? Personne ne sait. Et bien sûr, moi, j'ai de l'expérience et je me suis intéressé à plein de choses. Donc, j'ai les réponses à ces questions un peu tirées par les cheveux que je pose. Mais des fois, je suis subjugué que des gens qui viennent s'entraîner 4 semaines et qui veulent s'engager très sérieusement dans le catch n'aient des réponses à aucune de ces questions, tu vois. Et Je crois que j'ai au moins deux réponses, mais je suis même pas sûr des réponses vis-à-vis des questions. écoute, très franchement, je me souviens même plus des questions que j'ai posées. Alors, si tu me les dis, Eh ben, écoute, t'as parlé enfin, comment du coup Black Tiger a été créé et du coup d'où vient du coup Tiger Mask. ouais, Donc Black Tiger a été créé du coup pour rivaliser, pour être la grosse némésis de Tiger Mask et Tiger Mask venait à la base d'un manga. oui, voilà, parce qu'en fait, pour faire simplement, en fait, parce que du coup, c'est vrai que j'ai posé la question, autant donner la réponse. Si tu veux, à l'époque, la All Japan était diffusée le samedi matin, juste après Tiger Mask, qui était un dessin animé. Et en fait, les enfants regardaient Tiger Mask, c'était le truc à la mode. Et à la fin de Tiger Mask, ils éteignaient la télé, ils regardaient pas le catch. Et le promoteur de la All Japan s'est dit, ce serait peut-être pas bête de faire un personnage Tiger Mask. Il a contacté la personne qui avait créé Tiger Mask, qui a accepté que la gimmick soit utilisée. Et donc, du coup, le samedi matin, les petits Japonais regardaient le dessin animé Tiger Mask, et juste après, il y avait l'émission de la All Japan où tu avais Tiger Mask en chair et en os. Et ça a donné une espèce de nouveau public au catch qui était le public des enfants. Donc c'est comme ça que Tiger Mask est né en fait. On va peut-être revenir un petit peu sur ton parcours parce qu'on a beaucoup digressé, mais c'était au moins très intéressant. Moi, ça m'a permis aussi d'avoir un petit peu plus d'informations. Je suis désolé, quand on parle de catch, je suis le spécialiste de la digression. Ah Il n'y a non, non, mais jamais. il y a aucun problème, ne t'inquiète pas. Moi, c'est au contraire avec grand plaisir parce que ça me permet d'apprendre des choses et même de pouvoir débattre. Donc au contraire, il y a aucun problème. C'est même le but de l'émission, on peut dire. Ok. Du coup, alors combien de temps y a-t-il eu entre la date de ton premier entraînement et la date de ton premier match? Il y a dû avoir entre 9 et 10 mois. Entre 9 et 10 mois, parce que forcément, Edouard voulait que on était ses élèves, les gens savaient qu'on était ses élèves, donc l'idée c'était de ne pas lui mettre la honte et voilà, de bien montrer que les élèves d'Edouard Carpentier, c'était pas comme tout le monde, et il fallait défendre ce statut, donc il nous faisait pas mal attendre, mais quand on commençait, on savait qu'on était prêt. Et du coup, mais ça, c'était des matchs d'entraînement, en fait, même si c'était des matchs dans des petites structures au Québec. Mon vrai début, en fait, pour moi, mes vrais débuts professionnels, ça a été quand je suis rentré, comme je disais tout à l'heure, quand j'étais au Québec, j'ai eu un contact avec un promoteur français, Flèche Gordon en l'occurrence, et du coup, je l'ai appelé quand j'étais au Québec et je lui ai dit la date où je rentrais en France. Et du coup, il m'a dit, bah écoute, il avait un show à la Seine-sur-Mer. Je suis allé le voir à la Seine-sur-Mer. Et quelques jours après, il m'a appelé, il m'a dit, bah, on part en tournée au Portugal 12 jours, est-ce que ça t'intéresse de venir? Bien sûr, ça m'a intéressé. Du coup, pour moi, mes vrais débuts professionnels, c'est sur cette tournée au Portugal. Et alors, l'histoire retiendra que c'était dans une ville, alors j'ai certainement mal prononcé parce que je parle pas le portugais, c'était Chavez, Chaves. C'était au mois d'août 96 et c'était contre mon premier match pro contre Prince Zephy. Du coup, tu te rappelles au moins de tes impressions? Est-ce que tu te rappelles vraiment de ce qui a été les points forts, les points faibles de ce match?
Écoute, ma première impression que j'ai gardée et que j'ai toujours aujourd'hui, et je ne changerai pas d'avis, c'était que à l'époque, dans cette génération de catcheurs français, dès qu'il y avait un jeune, il avait tort et il fallait lui casser la gueule pour lui apprendre le respect. Ce que j'ai toujours trouvé totalement crétin. Donc voilà, il a pris des libertés dans le ring et il a été beaucoup plus violent qu'il n'aurait dû être. Et du coup, il a été totalement non professionnel. Et après, bon, les gens savent que j'ai tendance à dire ce que je pense et mes opinions ne concernent que moi-même et je les assume, mais j'ai toujours pensé que Zéphie était un sale con, je le pense encore aujourd'hui. Et je pense que il s'est comporté de la manière la pire qu'un pro peut se comporter avec un jeune. C'est-à-dire qu'il a été totalement irrespectueux et en respectant, quand tu ne respectes pas un jeune catcheur et que tu veux jouer au gros dur, tu manques de respect au jeune catcheur et tu manques de respect au catch parce que tu donnes une mauvaise image du catch. Moi, j'ai toujours mis un point d'honneur quand j'ai catché mes élèves, la plupart du temps, j'ai perdu contre eux pour leur montrer que l'humilité, c'est important. J'ai quasiment perdu contre tous les élèves que j'ai formés, contre qui j'ai catché. Parce que l'humilité, c'est bien beau d'en parler, mais ça se démontre. Et du coup, c'est la meilleure manière de le démontrer. Donc, j'étais très content de faire mes débuts professionnels pour revenir à ta question. Et j'ai trouvé que c'était. Voilà, ça m'a donné une autre vision du business. J'ai compris comment certains catcheurs français de cette génération voyaient les choses. J'ai aussi vu que dans leur carrière, ils avaient quasiment rien fait à l'étranger et ça expliquait pas mal de choses. Et voilà, et encore une fois, je dis pas du mal de cette personne pour le plaisir de dire du mal, c'est juste que c'est caractéristique de quelque chose dans le business. Les vétérans qui abusent des jeunes en croyant qu'ils sont des superstars, c'est l'attitude la plus débile que je connaisse. Et c'est totalement contre-productif. Après ce match, du coup, comment s'est déroulée ta carrière? Dans quelle structure ou quel autre match marquant as-tu pu faire ensuite les années suivantes? En fait, si tu veux, quand j'ai catché au Portugal, donc on a fait 11 jours, et j'ai vu tout de suite que Flash Gordon aimait bien mon travail. Directement après qu'on soit rentré, il m'a rappelé, il m'a donné des dates, et très vite, j'ai intégré la structure de Flèche, et je faisais partie des réguliers, même si j'habitais encore à Carcassonne à l'époque. Quasiment tous les week-ends, je prenais le train, et du coup, à l'époque, il n'y avait pas de train direct, donc je faisais Carcassonne-Bordeaux, Bordeaux-Paris en train. Aller-retour tous les week-ends, la plupart du temps avec 2 shows le week-end. Et assez vite, Flèche m'a m'a traité comme un pro, en fait. Et bah, notamment au niveau rémunération et tout ça, j'étais bien considéré. Mais si tu veux, moi, le catch que j'avais appris au Canada avec Edouard, il y avait beaucoup d'improvisation, tu changeais beaucoup de partenaires, et il y avait beaucoup d'improvisation dans le ring. Et le fait de travailler à l'ancienne, c'est-à-dire de monter son match de A à Z et de réciter son match, moi, il y avait une grosse partie de frustration parce que j'ai toujours appris, enfin, moi, ce qui m'a beaucoup plu dans le catch, c'est le fait d'être devant un public et de devoir improviser ton match selon les réactions du public. Cet aspect créatif du catch, moi, me passionne. Et le fait de monter un match à la salle et puis pendant des mois et des mois de catcher la même personne, de faire le même match prise pour prise, il ne faut pas changer le match et tout ça, j'ai vite eu l'impression de ne pas catcher, c'est pas ce que je voulais faire. Et quand je me suis aperçu que dans le catch français, il n'y a pas que dans cette structure-là, ça se passait comme ça se passait comme ça partout, j'ai compris que il n'y a qu'en créant ma structure en fait que ça pourrait déboucher sur quelque chose. Et en fait, si tu veux, au bout d'un an et demi, quasiment 2 ans, j'ai dit à Flèche que voilà, j'allais sur les shows en traînant les pieds et que pour moi le catch, ma passion dans le catch, c'était pas ça que je voulais faire. Bon, du coup, il l'a mal pris et tout ça, ça s'est mal fini. Mais du coup, après, j'ai travaillé pour d'autres structures. J'ai commencé à catcher en Allemagne, un peu, voilà, à faire différents pays. Et étant implanté en France, je me suis dit, voilà, si je veux faire quelque chose avec le catch en France, enfin, dans le catch en France, il va falloir que je crée ma propre structure. Et c'est là que j'ai décidé de créer ma structure et de proposer aux gens, de proposer au public et de proposer aux gens que j'allais former le catch que j'avais appris. Et c'est un peu ce catch moderne, moi, que j'avais appris, que j'ai voulu transmettre et montrer au public. Et assez vite, ça a décollé parce que la dernière fois, des fois, je consulte des archives comme ça. Euh, je me suis aperçu que le show Révolution 2 qu'on a fait à l'époque à Rethel, c'était le 26e show de la ICWA. Et c'est un show sur lequel on avait Chris Hero, Daniel Bryan, qui s'appelait Bryan Danielson à l'époque, Robbie Brookside, qui maintenant est entraîneur à NXT, Doug Williams,
Et c'était juste le 26e show de la ICWA. Et donc, ça montre à quel point les choses ont vite décollé. Et on a eu une espèce de gros following pour emprunter un terme anglais, parce que dès qu'on est arrivé, on a été la première structure à être sur Internet, à communiquer sur Internet. Et on a eu une espèce de fanbase assez rapidement. Euh, et comme je disais tout à l'heure, moi j'ai toujours eu un peu tendance à être novateur pour certaines choses, mais c'est juste parce que je vivais avec mon temps et que ça me semblait débile de faire du catch et de pas aller sur Internet et de pas communiquer sur le net. Et donc du coup, voilà, pour ce qui est de ma carrière à moi, c'est comme ça que ça s'est passé en fait. Quand je suis rentré du Canada, il y a eu cette tournée au Portugal, après 1 an et demi, 2 ans de show pour Flèche. Ça s'est mal fini. Donc après, voilà, l'étranger, voir d'autres choses, découvrir d'autres choses, continuer à se former, continuer à apprendre. Et puis, création de la structure, à la fois pour faire des shows, puis pour former des gens. Justement, tu soulèves deux points importants. Donc, la première, c'est quand même de catcher à l'étranger, donc dans un pays qui était du coup inconnu, donc bien sûr, avec du coup peut-être la barrière de la langue. Mais aussi, après, l'autre point important, c'est la création de la structure. Donc, on va faire étape par étape. Donc, du coup, tu as dit que tu as été catché en Allemagne, notamment. Oui. Alors, du coup, comment du coup s'est passé ton parcours? Alors, tu as fait que l'Allemagne ou tu as fait d'autres pays également? Bah écoute, j'ai fait l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, l'Autriche, l'Angleterre. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? À l'époque, avec Flèche, j'ai fait l'ex-Yougoslavie, le Portugal. Donc j'ai commencé au Canada. Il doit manquer quelques pays. Qu'est-ce qui me manque? Euh, Écoute, je les ai pas. Mais bon, Dis- du coup, la Hollande aussi. Euh, Enfin, pas mal de choses. Et du coup, si tu veux, le contact en Allemagne, c'était assez. Comme je dis, il faut être au bon moment, au bon endroit, puis donner une bonne impression de soi-même. Il y a une phrase que je dis souvent à mes élèves, c'est que dans la vie, tu n'as qu'une seule fois une chance de faire une bonne première impression. C'est une fois. Et du coup, la deuxième fois, si la première fois tu as fait mauvaise impression, c'est cramé. Tu vois, il n'y a jamais de deuxième bonne première impression, ça n'existe pas. Et moi, vu qu'on m'avait appris ça, j'ai toujours fait très attention à ça. Et la chance que j'ai eue, c'est que quand j'ai croisé des étrangers, assez souvent les connexions se sont faites. Et du coup, j'ai fait un show en Allemagne, j'ai croisé quelqu'un, ça a amené un booking ailleurs, qui a amené un booking ailleurs. Les gens aimaient bien ce que je faisais dans le ring. Voilà, ils trouvaient que j'avais une bonne attitude. Du coup, il y a des gens, maintenant, quand je suis sur des shows en France ou à l'étranger, des fois, je dis un petit mot pour quelqu'un, à des promoteurs, style, je parle à un promoteur, je lui dis, écoute, j'ai vu ce gars-là, donne-lui une chance. Et ce que je fais maintenant pour certains jeunes, catcheur, on l'a fait pour moi à l'époque. Et du coup, c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai catché voilà, je suis passé d'un pays à un autre. Quand j'ai commencé à catcher en Allemagne, je catchais à la ACW. À la ACW, j'ai croisé des gens, ça m'a fait catcher à la WXW. Et des fois, maintenant, je suis amusé parce que quand des gens disent à la WXW, il y a des fans en France de la WXW, style, ils connaissent tout de la WXW. Moi, je trouve ça marrant parce que WXW, j'y ai catché en 2002 et j'étais censé gagner les titres par équipe en 2002. Sauf que je me suis déchiré les ligaments du genou et du coup, mon booking a été annulé. J'ai pas catché pendant 6 mois. Et du coup, j'ai pas été champion par équipe de la WXW, mais je me suis blessé style 2 3 semaines avant d'aller là-bas pour gagner les titres. Euh, Enfin bref, c'est plein de petites anecdotes. Moi, comme je te disais tout à l'heure, quand je commence à parler de catch, je ne m'arrête pas. Je suis désolé, je passe mon temps à... Non, non, mais il y a aucun problème. Au contraire, ça permet d'en apprendre un peu plus sur la personne. Ben, tout ça, en fait, ce ne sont que des tranches de vie. Et justement, c'est ce qui fait l'être humain, c'est ce qui permet d'en savoir un petit peu plus. Et justement, de montrer à quel point le catch, ben, ce n'est pas que rester dans son salon à regarder du catch. C'est quelque chose de beaucoup plus vaste que ça. Et tu le prouves en plus dans cette interview. Et c'est ça qui rend justement ce dialogue assez intéressant et même très intéressant, moi. Moi, au contraire, Ouais, j'apprends des choses même. pour refaire une petite digression, alors je m'en excuse par avance, mais il y a aussi quelque chose qui est très important qu'il faut comprendre avec le catch, c'est que le catch a un truc absolument fascinant, c'est que le catch te permet d'avoir plusieurs vies. Euh, Tu peux être le samedi soir, tu catches devant 2000 personnes et tu es une star pour ces gens. Le lundi matin, tu vas au supermarché à côté de chez toi, personne ne te connaît. Euh, c'est une espèce de c'est deux mondes qui se croisent et tu as la chance d'avoir le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, voilà, personne ne t'embête, tu n'as pas les mauvais côtés de la notoriété. Et quand tu rentres dans le catch, ben, voilà, tu as une notoriété parce que tu as fait des trucs. Il y a des gens qui achètent tes posters, qui achètent tes t-shirts. Il y a des gens qui font 200 km pour venir te voir catcher. Il y a des gens qui achètent tes DVD. Et quand tu persévères dans le catch, vu que le catch, c'est un milieu qui est à la fois dans le sport et le spectacle, là, quand il y a eu la mode du catch, par exemple, ça m'a permis de travailler sur des tournages. Ça m'a permis
d'être, d'entraîner des acteurs pour certaines séries ou pour certains films. Ça m'a permis de chorégraphier des scènes de catch. Ça m'a permis par exemple, sur le film Les Reines du Ring, j'ai été conseiller pour le film. Donc, du coup, je me suis servi de mes contacts pour faire venir des catcheuses mexicaines. J'ai loué mes rings. J'ai été conseiller pour les décors, pour les tenues. Euh, et ce qui est assez marrant, c'est que une fois que j'ai croisé un petit peu ce milieu, il y a pas longtemps, en fait, on a commencé à m'appeler pour des castings, mais pour le cinéma, sans aucun rapport avec le catch. On m'a appelé pour des films. Par exemple, j'étais dans le film Dieu merci il y a pas longtemps. On m'a appelé pour le casting de Brise de Nice 3, par exemple, pour jouer un méchant. Alors du coup, j'ai pas été pris parce que j'étais trop petit et puis que je parle pas avec la voix aiguë. Mais du coup, on m'a appelé pour le casting de Brise de Nice 3. Il y a pas longtemps, on m'a appelé pour jouer un rôle d'éducateur dans un film avec Yolande Moreau. Tu vois, et tout ça, toutes ces vies, c'est au catch que je les dois, tu vois. J'ai ma vie normale, j'ai ma vie de catcheur, j'ai ma vie d'entraîneur, j'ai ma vie de promoteur, j'ai ma vie de, entre guillemets, acteur, même si c'est prétentieux de dire ça, parce que c'est loin d'être mon activité principale. J'ai, j'ai, Tu vois, ça m'a permis aussi, par exemple, de faire des stages avec des gens du cirque ou du théâtre, avec des danseurs, avec des gens qui écrivent, Oui, mais et tu vois, des gens du spectacle vivant. Et tout ça, je rends grâce à Dieu tous les jours d'avoir vu du catch à la télé quand j'avais 9 ans, parce que le jour où je partirai, les gens, ils vivent une vie, tu vois. Moi, j'en aurais vécu 5 ou 6 quoi. oui, mais finalement, tout ça, tu ne le mérites qu'à toutes les bonnes réussites et à la qualité de ton bon travail et de ton expérience dans le domaine du catch. C'est surtout ça. Disons que on va dire, plus tu donnes et plus tu reçois en échange. Quelque part, c'est ça finalement. Il y a ça, puis il y a toujours le facteur chance. Moi, j'ai toujours été persuadé que j'étais né avec un ange gardien qui a des pouvoirs de super-héros, parce que il y a le fait que tu peux travailler le plus fort que tu peux essayer d'avoir la meilleure attitude que tu dois avoir. Il y a toujours un moment où tu dois être au bon endroit au bon moment. Et le facteur chance, c'est tellement important dans le catch. J'en ai parlé longtemps avec Chris Hero, parce que quand on l'a fait venir pour Révolution 6 de mémoire, il est resté quasiment une semaine. Donc du coup, je l'ai eu avec moi une semaine et on parlait. Il venait de quitter NXT, donc on parlait de beaucoup de choses. Et c'est une des grandes phrases qu'il répétait tout le temps, c'est que si tu veux être champion du monde au 100 mètres, c'est simple. Il faut juste courir plus vite que les autres. Alors c'est simple, c'est très compliqué, mais la base, la règle du jeu, elle est simple. Si tu cours plus vite que les autres, tu seras champion du monde du 100 mètres. Si tu veux être une star du catch, il faut être un super bon catcheur, il faut pouvoir être super bon dans le ring, avoir une bonne condition physique, être capable de parler au micro, être capable de parler devant une caméra. Et une fois que tu as tout ça, il faut être au bon endroit, au bon moment et plaire à la bonne personne qui va te booker comme il doit te booker et te pusher. Et c'est pour ça que les gens n'ont aucune idée de savoir à quel point c'est difficile de réussir dans le catch. Parce que tu as tout ce que toi tu peux faire. Après, il y a le facteur chance d'être au bon endroit au bon moment. Et après, il y a aussi le facteur de plaire à la bonne personne. Donc c'est très complexe. Je crois qu'on peut donner un exemple qui sera peut-être assez évocateur. C'est le cas de John Cena. Il se trouve qu'en 2000, il était simple figurant dans un film, et je ne plaisante pas, il était figurant dans le film Ready to Rumble avec David Arquette, le fameux film WCW. Ouais, Il était figurant dedans, il était dans une scène de gymnase avec Goldberg. On le voit en arrière-plan avec justement la fameuse crête Iroquois, à l'époque où il était The Prototype. Par la suite, on sait qu'il a été à la OVW, la Ohio Valley Wrestling, où c'est là où il ouais. s'est formé comme notamment Brock Lesnar et Randy Orton, Batista à l'époque de Léviathan. Et par la suite, il a eu sa chance à SmackDown, et petit à petit, il a fait ses gammes, il a fait ses classes, et ainsi de suite. Il a combattu des mecs hyper prestigieux comme Chris Benoit, comme Eddie Guerrero, comme Brock Lesnar, comme JBL. Il a fait ses classes, il a essayé de faire ses preuves, il a essayé de gravir les échelons petit à petit. S'il en est là où il est actuellement, c'est que le mec, il a énormément travaillé. Et quand on voit justement cette fameuse vidéo où il travaille au Hard Knocks Gymnase, eh ben Oui. justement, c'est que il a énormément travaillé et il le prouve à chaque fois. Donc c'est Et l'une des meilleures preuves, je pense. il y a ça, puis il y a aussi le fait qu'il est incroyablement passionné de catch et habité par le catch depuis qu'il est petit. Il est pas, c'est pas comme l'Ultimate Warrior qui est arrivé dans le catch par hasard, par des rencontres et à cause de son physique. John Cena, il a toujours voulu être catcheur. Il a toujours fait ce qu'il fallait pour être catcheur. Il a toujours travaillé très très dur. La grosse mode, c'est de dire ah, John Cena sucks et on veut pas voir John Cena. John Cena, alors ça va peut-être choquer certains fans de catch, le meilleur worker de la planète, c'est John Cena. C'est le mec qui remplit le plus les salles, qui a la meilleure visibilité,
qui a la meilleure notoriété et c'est le gars qui ramène le plus d'argent. Alors, c'est peut-être pas le meilleur catcheur in-ring, même s'il est bien meilleur que ce que l'on pense, parce qu'il est très limité à la WWE. Si je peux Il me est capable permettre, de faire beaucoup plus. Oui, Si je peux me permettre, je trouve qu'il a réussi à apporter des nouvelles prises de catch 10 ans après justement, ou même plus de 10 ans après justement les débuts de sa carrière WWE. Il a réussi, maintenant il fait des leg drops, il fait carrément des drop kicks, il fait également des springboard stunner. Il arrive à apporter un peu de nouveauté à chaque fois. Et même face à des mecs, notamment anciennement du circuit indépendant, comme Kevin Owens ou comme notamment Cesaro ou aussi Seth Rollins, Sami Zayn, etc. Il arrive encore à se surpasser et aller au-delà de ses limites. Et justement, moi je trouve qu'il n'est pas si mauvais parce que c'est un pack intégral, John Cena. C'est pas juste un seul mais truc. Et je trouve que c'est l'un des mecs qui a réussi à me plus le faire accrocher à la WWE malgré tout. Et vraiment, il mérite là où il est actuellement. Alors, ça peut paraître hypocrite ce que je dis, mais pourtant, j'aime beaucoup John Cena. Et mais, sa catchphrase, justement, Hustle, Loyalty, Respect, est justement l'une des meilleures catchphrases qu'on peut trouver actuellement, je pense. ouais, alors après, c'est pas pour te contredire, mais tu as dit que John Cena dépassait ses limites. Je pense que John Cena dépasse les limites qu'on lui impose. Il est capable de faire beaucoup de choses dans le ring. Il est bien plus talentueux que les gens le pensent. Mais là, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que le catch, c'est un business. La WWE, c'est pas une fédération sportive, c'est une entreprise qui veut ramener de l'argent. Et la top star, c'est John Cena. Si John Cena se blesse, il est plus à la télé, il est plus dans les tournées, il ramène plus d'argent. Donc on le limite. Plus le catcheur ramène de l'argent, plus il est limité dans le ring. Si John Cena, on lui laissait la liberté de se faire ce qu'il veut dans le ring, il ferait des moonsaults, il sauterait à l'extérieur, il ferait plein de prises compliquées parce qu'il est passionné de catch. Et très franchement, les gens qui disent que John Cena ne sait pas catcher, c'est des gens qui ne connaissent pas le business. N'importe quel jour de l'année, tu peux mettre John Cena sur un show PWG, il aura le niveau de tous les catcheurs de la PWG. C'est un super catcheur. Par contre, à la WWE, il est extrêmement limité parce qu'on ne veut pas qu'il se blesse. Donc on lui laisse quasiment rien faire. C'est pour C'est ça, ça juste- la vérité. c'est Et pour ça justement que comme il y a des tournées, il est obligé d'enchaîner plusieurs dates, donc il doit justement se maintenir dans sa jauge de puissance pour justement enchaîner les dates et donc justement rester en forme, justement pour éviter les blessures. Voilà, c'est tout aussi bête finalement. ouais, c'est absolument ça. C'est-à-dire on lui impose des limitations que lui se doit de respecter. Et quand il fait un match contre Kevin Owens et qu'il sort une prise inhabituelle, c'est parce qu'il a voulu sortir cette prise. Et très certainement, il a dû se battre avec la WWE pour qu'on l'autorise à sortir cette prise. Mais juger John Cena, ses qualités in-ring sur ce qu'on voit à la télé, c'est absolument injuste, quoi. Et c'est injuste. Soit c'est de la naïveté, soit c'est parce que les gens ne connaissent pas le business, quoi. On va pouvoir du coup enchaîner sur le second point que je voulais aborder, la fameuse création de ton club, lycée WA. Donc, comment s'est déroulé les tout débuts, les prémices de la création de ce projet? Bah écoute, moi ça faisait quelques temps que je pensais à créer ma structure parce que j'étais très frustré de ce qui se passait au niveau du catch en France. Et il y avait un tel monde entre ce que j'avais appris et ce que je voyais que du coup c'était pas tenable pour moi. Donc je pensais à créer ma structure. Et en fait, à l'époque, les forums débutaient sur Internet et tout ça. Et il y avait le forum d'RTL9. Et en fait, Chris Ajus était sur ce forum et on s'est rencontrés sur ce forum. On a commencé à discuter. Il est un fan absolu d'Edouard Carpentier. Lui aussi, c'est un Edouard Carpentier guy. Et ça a été notre point commun. On a commencé à discuter, à se trouver des points communs. Puis un jour, je l'ai invité à venir chez moi et je lui ai dit, écoute, on va discuter d'un truc. J'ai pour projet de créer une fédé. Est-ce que ça t'intéresse? Direct, il a dit oui. Et en fait, on a créé la ICWA à deux. On a été les pierres angulaires, en fait, et on a lancé ça. On a mis beaucoup de temps à faire les premiers shows, tout simplement parce que moi, j'avais appris le catch en tant que catcheur. Mais tous les aspects commerciaux et tout ça, je maîtrisais pas. Et du coup, j'ai mis du temps à maîtriser. Ça m'a pris 1 ou 2 ans. Et du coup, on a mis beaucoup de temps à faire notre premier show. J'ai ouvert une structure de formation entre-temps. Et puis, quand j'ai commencé à me roder un petit peu, euh, voilà, on a fait les premiers shows. Et après, une fois que ça a été rodé, qu'on a commencé à travailler, que les fans commençaient à nous suivre, que ça a fait une espèce de buzz, après, ça a été lancé. Et la ICWA, c'est vraiment né, en fait, d'une rencontre euh, sur le forum de RTL9 qui m'a permis de rencontrer Chris Ajus, qui m'a permis après de le rencontrer en personne. On a vraiment accroché, on a des personnalités totalement différentes, on est extrêmement différents. Dans la façon de travailler dans le catch, on a aussi des compétences différentes. Moi, je sais que par exemple, pour entrer un peu dans le détail, au niveau du booking, je peux booker
une carte et voilà, décider tel match, la structure du truc et tout ça. Mais pour les angles et pour les petits détails des angles, c'est pas ma spécialité. Par contre, Chris, il a beaucoup plus de mal à partir d'une feuille blanche. Par contre, il peut aller dans tous les petits détails. Donc, on est extrêmement complémentaires pour ça. Et puis, on a toujours eu cette chance d'avoir, moi, la vision à l'intérieur du ring, lui, la vision à l'extérieur du ring, ce qui nous a rendu très complémentaires. Et du coup, voilà, la ICWA est née comme ça et a commencé à grandir comme ça. Et puis, ouais, c'était une belle époque parce que je me souviens la première fois qu'on a fait venir un catcheur étranger, quand on a eu Chris Hero, il y a des gens qui sont pas venus au show parce qu'ils pensaient que c'était une blague. Une fédération française pouvait pas ramener Chris Hero, tu vois. Et bah, du coup, il était champion CZW à Ironman à l'époque, et puis on l'a fait venir contre Doug Williams. De mémoire, c'était à Chalon, à Chalon, Chalon en Champagne, Chalon-sur-Marne, Chalon-sur-Saône, je sais même pas. Il y avait Chalon dedans. Et du coup, ils ont fait un Ironman match. Et après, sur Internet, les gens ont dit, mais c'est une blague, Chris Hero était là. Et on a dit aux gens, ben ouais, mais du coup, si on annonce les trucs, c'est qu'on va les faire, hein. Et du coup, la première fois qu'on a fait venir Chris Hero à l'époque, ça a changé les choses parce que les gens se sont dit, waouh, il y a une structure française qui est capable de faire ça, quoi. Et quelques mois après, on a eu Daniel Bryan, on a eu euh, Cesaro à l'époque, Claudio Castagnoli. On a commencé à faire venir des names, mais voilà, c'est la notoriété, entre guillemets, la reconnaissance est venue comme ça, quoi. Quel a été ton plus beau souvenir justement lors de l'ICWA de maintenant jusqu'aux prémices, au tout début de la promotion? Alors, mon plus beau souvenir, c'est toujours, quand on me pose la question, c'est toujours ce moment qui me vient en tête. C'est à Révolution 5, en décembre 2008, où on était au Grand Palais à Lille. Il y avait 2400 personnes. Et il y avait un match du cercueil avec Gangrel. Enfin, il y avait beaucoup de choses. Et juste avant que le show commence, on a lancé un décompte. Et j'étais derrière le rideau avec Chris. On était tous les deux tout seuls. Derrière le rideau, Chris avait son micro en main. Et Philippe Chéreau était là parce qu'il commentait le show en live. Mais Philippe était un peu plus loin. On a éteint la salle. Et quand on a éteint la salle, il y a une espèce de waouh qui est monté. En fait, il est venu c'est comme si le son était venu du centre du ring et était venu nous renverser derrière le rideau. Et c'est un moment, rien que d'en parler, j'en ai des frissons. C'était un moment incroyable, quoi. Et je suis, même si je n'avais eu que ce moment dans le catch, je serais reconnaissant à vie au catch d'avoir vécu ce moment. C'était un moment incroyable, quoi. Et c'est toujours le premier moment qui me vient en tête. Et après, il y a eu tellement de beaux moments. Chaque fois que mes élèves ont catché, les débuts de mes élèves, ça a toujours été des moments spéciaux pour moi. Euh, ouais, il y en a eu tellement. L'entrée de Raven à Révolution 4, le fait de lancer sa musique et de voir entrer Raven, qui était une surprise. La réaction des gens. Moi, je suis un énorme fan de la CW originale. Le fait de voir entrer Raven. Euh, le fait d'avoir eu Yann Rotten sur un show quelques jours après le décès de Chris Candido et qu'il fasse un speech sur Chris Candido. Euh, euh, c'est des moments comme ça, le fait d'avoir vécu toute une Japan Expo avec Daniel Bryan, de l'avoir eu à l'hôtel, d'être allé manger au resto avec lui, d'avoir discuté de tous les sujets qui lui l'intéressent, parce que c'est un mec qui a une culture générale incroyable. Tu vois, c'est des moments qui paraissent anecdotiques, mais je me souviens d'avoir été... le Japan Expo se passe au parc Expo de Villepinte. Juste à côté, à Villepinte, il y a un grand carrefour où traditionnellement on va faire nos courses. Et je me souviens d'être sur le parking de Carrefour et de parler de génétique avec Daniel Bryan parce qu'on venait d'entendre à la radio que, je pense que c'était en Norvège, des parents avaient accouché de jumeaux. Et du coup, les parents, le père était black, la mère était norvégienne. Et les parents ont accouché de jumeaux. Le petit garçon était noir et la petite fille était totalement blanche. Et je me souviens qu'avec Daniel Bryan, on a parlé de ça sur le parking du Carrefour pendant une demi-heure. Alors du coup, ça paraît peut-être totalement con aux gens, mais moi, c'est moments dans le catch dont je me souviens, tu vois. C'est ces moments de vie où tu te dis, ouais, il y a plus que le catch, en fait. C'est tout ce qu'il y a autour du catch, mais qui pour moi fait partie intégrante du catch. C'est des moments de vie que tu partages avec des gens, et ça fait toute la beauté du catch pour moi, quoi. Y a-t-il eu un moment ou plusieurs moments que tu aurais aimé refaire un peu de manière différente à l'ICWA? Oui, il y a des moments où... ce qui est très difficile, c'est quand tu diriges une structure, toutes les décisions te reviennent et tu dois les assumer après. Donc il y a des décisions que j'ai prises. Maintenant, je me dis, je ne prendrai pas les mêmes. À l'époque, je les ai prises en me disant que c'était la bonne chose à faire. Et maintenant, je le regrette. Parce qu'à l'époque, je ne savais pas tout ce que je savais maintenant.
comme tous les gens dans une vie, on évolue, on se connaît de mieux en mieux. Il y a des réactions que j'ai eues que j'aurais pas dû avoir. Il y a des comportements que j'ai eus avec des gens que j'aurais pas dû avoir. Euh, la seule, la seule, le seul point positif que je vois dans tout ça, c'est que tous les gens avec qui j'ai pu mal me comporter, euh, toutes ces personnes-là, je me suis excusé. Et voilà, je suis allé vers eux, je me suis excusé, j'ai reconnu que je m'étais mal comporté. Euh, En tous les cas, dans mon esprit, toutes les personnes qui le méritent, il y a des gens aussi qui se sont mal comportés avec moi, et du coup, c'est pas forcément à moi de faire le premier pas. Mais oui, il y a forcément des choses que j'aurais fait différemment. Il y a des bookings que j'aurais fait. C'est encore une anecdote, mais j'étais en voiture avec Chris Hero, et on parlait du premier show, pas du premier show, du deuxième show où il est venu chez nous, et je l'avais fait catcher Robbie Brookside. Et Robbie Brookside, c'est l'idole de jeunesse de Chris Hero. Et du coup, la première fois qu'il a catché, je crois qu'il a catché une ou deux fois, mais la première fois, c'était chez nous. C'était son match de rêve. Et genre, je sais pas pourquoi on faisait un tournoi pour le. On a désigné le premier champion ICWA sur ce show-là. Du coup, il y avait deux demi-finales et une finale. La première demi-finale, c'était Chris Hero et Robbie Brookside. Et en termes de booking, je leur ai demandé de faire 10 minutes et compter à l'extérieur les deux disqualifiés. Enfin, les deux compter à l'extérieur. Et j'étais en voiture avec Chris Hero et j'ai dit, il faut que je te parle d'un truc. Ça fait des années que j'ai ça sur la conscience. Je sais pas pourquoi j'ai fait ce booking-là. Le booking était dégueulasse. Enfin, ça n'avait aucun sens de faire ce booking-là. Et du coup, il a éclaté de rire. Il m'a dit, ouais, mais c'est vieux, mais c'est. J'ai dit, ouais, mais moi, depuis des années, je me reproche ça parce que c'était tellement bête et c'était tellement pas le bon booking à faire. Et bah, du coup, c'est voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais forcément, il y a beaucoup de choix que je ferai différemment. Mais bon, la vie est comme ça, on apprend de ses erreurs. Il faut pas regretter, il faut essayer de pas les refaire, quoi. Alors, question peut-être un peu classique, voire même très classique. Quel est le plus beau moment de ta carrière, alors que ce soit ICWA ou indépendant, c'est-à-dire autre que ICWA? Ah, écoute, on m'a déjà posé cette question et je suis incapable d'y répondre parce que pour moi, le catch. Alors, c'est pas que je veux pas répondre à ta question et c'est pas de la langue de bois, mais pour moi, le catch, ça a commencé quand j'avais 9 ans, quand j'ai découvert le catch à la télé et c'est jusqu'à la seconde où je te parle. Et je trouvais choisir un moment là-dedans, c'est impossible. Euh, j'ai voyagé dans plein de pays, j'ai rencontré plein de monde, j'ai la chance de vivre que du catch maintenant. Euh, Mes enfants sont nés parce que j'ai rencontré leur mère sur un show de catch. Euh, le catch est tellement présent à tous les instants de ma vie. Comment tu veux que je choisisse un moment, tu vois? C'est tellement compliqué. Mon plus beau moment de catch, voilà, c'est la question impossible à répondre. Euh, et très franchement, je ne saurais pas te dire. Il y a tellement de beaux moments, je pourrais pas en choisir un, quoi. La réponse, ou en tout cas une bonne réponse qui pourrait être correcte, c'est tout. Parce que c'est un tout finalement, c'est un pack. Ça. C'est exactement ça. Pour moi, le catch, c'est comment te dire? Là, il y a 2 semaines ou 3 semaines, j'étais sur un petit show où quelqu'un m'avait demandé d'aller monter d'aller monter un de mes rings. J'ai passé la journée avec mon fils, j'ai vu un show de catch sympa, j'ai croisé des gens sympas, c'était un super beau moment. C'était une super journée de complicité avec mon fils, j'ai adoré ça. Mais j'ai aussi adoré le fait d'être sur le tournage des Reines du Ring et de croiser Nathalie Baye, par exemple. C'est un truc que j'aurais jamais fait dans ma vie. J'ai adoré être à l'île de la Réunion et catcher devant 3000 personnes. J'ai ad- j'ai j'ai adoré, par exemple, euh, je me souviens d'un week-end qui est resté gravé pour moi. C'était deux shows ICWA. On faisait un show en Normandie. Après, on prenait la route. On devait catcher le jour d'après dans le sud de la France. Et après, devait remonter dans le nord. En 3 jours, on a fait 2800 km. On a catché 2 fois. On s'est retrouvé dans un hôtel qu'on pensait super sympa, qui était pourri. On a passé une nuit laborieuse dans le camion, moi, Colby, Chris Ajus, à écouter Nostalgie, à chanter des chansons. Et on a fait 2800 km. Il y a eu plein de moments pourris niveau organisation, mais c'est un super souvenir. Et le catch, c'est aussi, ouais, c'est ça, c'est un tout. Tu peux rien retirer, c'est un tout. Même les mauvais moments, au final, ça deviendra des bons moments. Parce que c'est le catch et que le catch, voilà, c'est, c'est un mot important, mais pour moi, c'est sacré le catch, quoi.
Ça me rappelle en fait les extraits d'un documentaire que j'ai pu voir justement sur le catch indépendant, sur la vie que portaient les catcheurs du catch indépendant qu'ils vivaient, c'est-à-dire aller d'hôtel en hôtel, même des fois dormir dans une voiture, enchaîner les shows, etc. Ça me rappelle ça finalement, et je me dis que le catch indépendant et l'ICW ne sont pas, enfin le catch indépendant US bien sûr, n'est pas si différent de l'ICWA. Je trouve qu'il y a beaucoup de points assez similaires, et vous Mais, avez une méthode assez proche en tout cas. mais c'est exactement ça. Moi, des fois, je ne veux pas paraître critique par rapport à la jeune génération, mais c'est comme je disais tout à l'heure, c'est parce qu'ils n'ont pas croisé les bonnes personnes pour leur apprendre. Mais quand j'ai fait mes débuts en Allemagne, je faisais 6 heures de route, je catchais et je refaisais 6 heures de route pour rentrer. Donc je partais de chez moi, je roulais 6 heures, je rentrais dans les vestiaires, je préparais mon match, je catchais. Après le show, je reprenais ma voiture, je faisais 6 heures. Et maintenant, des fois, tu contactes des jeunes catcheurs, ils ont 10 matchs d'expérience. Et tu les contactes pour un show, ils ont 2 heures de route et ils te disent, ouais, bah, il y a l'hôtel. Non, il n'y a pas l'hôtel. Bien sûr que non, il n'y a pas l'hôtel. Je vais pas te payer l'hôtel pour 2 heures. Enfin, tu vois, il y a un moment. Ah oui, mais du coup, tu prends pas soin de tes catcheurs. Si, je prends soin de mes catcheurs, mais le catch, c'est pas ça. Le catch, c'est oui, tu passes du temps dans ta voiture. Si t'aimes pas conduire, faut pas faire de catch. Clair et net. Si t'aimes pas être dans une voiture, faut pas faire de catch. Si t'aimes pas dormir sur un canapé, faut pas faire de catch. C'est ça le truc. Mais c'est ça la beauté du truc. J'en parlais avec Olivier Grignon, qui est le patron de la BCA de Beauvais. Et des fois, il me disait, ah, mes jeunes, ils m'énervent, ces trucs, ils ont des exigences. Et on se disait, mais. Et lui, il me disait, moi, j'adore être sur la route. Tu passes 8 heures dans ta voiture, tu catches, tu reviens, t'es déglingué. Et ça, c'est ça le charme du catch. Pour moi aussi, tu vois. Oui, t'es sur la route, t'es sur une aire d'autoroute à 3 heures du matin, il n'y a personne. Il y a juste toi qui rentre de chaud. T'as des bleus partout, t'es fatigué. Mais t'es heureux, quoi. C'est ça le catch. C'est tous ces moments-là qui sont des beaux moments, quoi. Bah, ça me rappelle aussi un petit peu certains de mes amis et moi-même quand on avait fait certaines conventions geek notamment. Et des fois, on restait dormir dans la voiture, ça évitait de faire le trajet aller-retour. Et qu'est-ce que c'était bon, on avait des petites anecdotes comme ça. Je pense aussi que c'est cette tranche de vie humaine qui fait que justement, on arrive à savourer encore plus notre passion, ou en tout cas vraiment notre domaine de prédilection, que ce soit catch ou pas catch. Et finalement, je me dis que le catch, bah, finalement, il y a beaucoup de points d'ancrage avec d'autres cultures, que ce soit jeux vidéo ou autres. Le catch, c'est quelque chose d'assez universel finalement. Il y a un peu de tout dans le catch. Il y a du cinéma, il y a un peu de théâtre, il y a de la performance sportive, il y a un peu de jeux vidéo. Ça prend à plein de cultures différentes, et ce qui en fait du coup une culture à part entière, mais une culture qui complète d'autres choses. Et je me dis que c'est quelque chose de très riche finalement. Oui, mais parce qu'il y a un truc qui est, j'allais dire tout bête. C'est loin d'être bête, mais qui est très simple. C'est que le catch est basé sur de l'humain. Tu as deux personnes qui font un match de catch pour divertir plein de personnes qui sont autour du ring. Les deux personnes qui sont dans le ring, elles ont été entraînées par d'autres personnes. Les personnes qui sont dans la salle, c'est parce qu'il y a des personnes qui ont organisé le show. C'est du rapport humain, c'est de l'humain. Et l'humain est passionnant. Le catch, c'est une expérience humaine. Ça t'enrichit. Moi, pour t'expliquer ce que m'a apporté le catch, quand j'étais en terminale, quand je devais faire un exposé, j'étais tellement timide que ma voix ne sortait pas. C'est pas que je parlais pas fort, c'est que physiquement, ma voix ne sortait pas devant mes 30 camarades de classe. Aujourd'hui, tu me donnes un micro devant 3000 personnes, je fais n'importe quelle promo que tu veux, quoi. Et c'est souvent, j'ai des stagiaires qui me disent, mais à quoi tu peux reconnaître un bon catcheur? Alors je leur dis, ben, par exemple, le meilleur physique du catch en France, c'est Tristan Archer. Euh, Au niveau psychologie, le meilleur catcheur, c'est tel gars. Et bah, du coup, moi, le meilleur catcheur avec un micro en France, c'est moi, tu vois. Et c'est pas un truc prétentieux, je le dis parce que je le pense. Si tu veux faire venir un gars qui va parler au micro, c'est moi que tu dois prendre. Parce que je suis le meilleur là-dedans. Alors que quand j'avais 18 ans, j'étais incapable de parler devant 30 personnes. Et ça, c'est pas parce que je suis meilleur que les autres, c'est le catch qui m'a donné ça, tu vois. C'est encore un cadeau que le catch m'a fait. C'est surtout que tu l'as Et prouvé. Je veux dire, tu n'as même pas besoin d'être prétentieux. C'est que tu l'as prouvé. C'est un fait. C'est quelque chose qui s'est avéré du coup. oui, mais ça, tu vois, encore un cadeau que le catch m'a fait. Et c'est pour ça que des fois, je sais que des fois, je passe pour un illuminé parce que je parle catch, je vis catch, j'ai l'air totalement obsédé par le catch. Mais le catch m'a fait tellement de cadeaux que je me sens incroyablement Riche. redevable.
riche, mais aussi redevable. Je sais tout ce que je dois au catch. Et je sais que je ne rendrai jamais un centième au catch de ce qu'il m'a donné. Et c'est pour ça que je suis très, très passionné. Comme je disais, c'est un sacerdoce, mais je l'accepte parce que je sais à quel point le catch m'a donné de choses et à quel point j'ai envie de lui rendre, quoi. Est-ce que actuellement, concrètement dans ta propre vie catchesque, est-ce qu'il te reste encore des objectifs à atteindre ou est-ce que tu as déjà atteint tous tes objectifs? Écoute, alors je vais certainement faire rigoler des gens, mais c'est pas grave parce que c'est la vérité, donc je le dis. J'ai fait beaucoup d'efforts pour perdre du poids. Et il y a un truc, alors c'est très très bête, hein, mais je le dis avant, comme ça les gens se préparent à rire. Je n'ai jamais catché torse nu. Et un de mes objectifs, c'est qu'avant la fin de ma carrière, je veux être capable d'avoir un physique potable pour catcher torse nu. Je veux au moins faire un match dans ma vie torse nu. Alors ça paraît peut-être totalement anecdotique, mais pour moi, ça l'est pas du tout. Parce que j'ai toujours eu des problèmes, d'énormes problèmes de poids. Ça a toujours été une croix à porter pour moi. Je fais tous les efforts nécessaires pour régler ces problèmes, mais je veux me faire le cadeau de catcher au moins une fois torse nu avant de. Donc ça, c'est un objectif très personnel. Alors, Après, les objectifs. Vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. disons on pourrait résumer ça en une phrase. C'est un détail pour vous, mais pour lui, ça veut dire beaucoup. Exactement, c'est exactement ça. Pour moi, ça, les gens n'ont pas idée de ce que ça peut représenter pour moi. Euh, Ça, c'est un objectif alors, très personnel. Euh, les autres objectifs, c'est d'avoir plus de shows, c'est de donner plus de travail aux gens que j'ai formés, qui travaillent pour moi. C'est toujours de faire des meilleurs shows, parce que voilà, il y a toujours moyen de faire mieux. Euh, c'est les objectifs, c'est d'être plus ouvert aux gens entre guillemets de l'extérieur. J'ai très longtemps pensé que je devais tout faire tout seul, et ben, j'ai compris que non, que c'était pas possible, que c'était pas humainement possible. Donc j'ai tendance à m'ouvrir, à faire appel à des bonnes volontés extérieures, beaucoup plus qu'avant. Donc un de mes objectifs, c'est de continuer ça et d'arriver à bâtir une équipe où tout le monde va dans le même sens, tout le monde sait ce qu'il a à faire, de créer une synergie. Donc ça, c'est un de mes objectifs. Euh, L'objectif à plus long terme, c'est de faire le plus beau Révolution 10 qui aura jamais existé, de faire un des plus beaux shows de catch de l'histoire du catch en France. Du coup, il y aura Révolution 9 avant ça. Il y a déjà Révolution 8, mais il y aura Révolution 9 et Révolution 10. Donc ça, c'est mon objectif un peu à plus long terme, c'est celui-là. Quoi d'autre? De faire mon poids m'a longtemps empêché de montrer ce que j'étais capable de faire dans le ring. Donc mon objectif aussi, c'est, je le dis de façon un peu anecdotique, c'est de catcher torse nu, mais c'est de faire, de montrer 100% de ce que je peux montrer en tant que catcheur. Des trucs que j'ai pas montré depuis 15 ans dans un ring, que j'ai envie de montrer aux gens parce que je sais les faire. Euh, donc voilà, il y a pas mal d'objectifs, et puis de continuer à suivre les gens que j'ai formés, à continuer à les conseiller, à les suivre, à essayer d'être bienveillant pour eux. Donc voilà, il y a tout ça. Alors, je risque de me permettre une question peut-être indiscrète, auquel cas je m'en excuse d'avance, mais aimerais-tu que tes enfants prennent la relève par la suite dans le futur? Écoute, Comme transmettre un j'ai du mal à héritage, répondre. Ben, transmettre un héritage quelque part, si tu préfères. alors si tu veux, j'en serais très fier, mais je ne pousserai jamais mes enfants à faire du catch. Alors, je vais te dire un truc, bah, du coup, tu m'as dit que ta question était indiscrète. Pour moi, elle ne l'est pas, mais je vais te dire quelque chose de très personnel. Quand j'ai commencé le catch et que j'ai décidé de partir au Canada, du coup, j'en ai parlé à mes parents qui étaient séparés, donc j'en ai parlé à ma mère, qui, comme toutes les mères bienveillantes, s'est dit, c'est une connerie, mais elle me l'a pas dit. Elle m'a dit, bon, fais ce que tu veux, et je te soutiendrai parce que je suis ta mère. Donc, c'était un peu voilà. Elle n'était pas enthousiaste du tout, mais bon, c'était, je suis ta mère, je te soutiens. J'en ai parlé à mon père, et mon père m'a dit une phrase ne m'a jamais quitté. Il m'a dit, tu es... mon père était fils de viticulteur, et il avait fait beaucoup d'efforts pour sortir de sa condition sociale et devenir professeur. Et du coup, il était professeur, et pour lui, c'était un vrai statut social. Et quand je lui ai dit de faire du catch, il m'a dit, mais t'es trop intelligent pour faire du catch. Lui, il avait vraiment une image très dégradée du catch. Mais, du coup, c'est mon fils peut pas être catcheur, quoi. Et du coup, il m'a dit, si tu décides de faire du catch, tu n'es plus mon fils. Et il l'a dit, il le pensait, et il l'a montré toutes les années qui ont suivi. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai décidé de faire du catch, effectivement, j'ai eu des relations très distendues avec mon père. Et il a plus considéré que j'étais son fils parce que pour lui, c'était un déshonneur.
Euh, j'ai ça qui est gravé en moi, je le garderai toujours, c'est une blessure que je garderai toujours. Euh, Malheureusement, la vie a fait que mon père a eu la maladie d'Alzheimer, il est décédé, on n'a jamais pu régler ça, entre guillemets. Et je sais à quel point ça peut être douloureux, donc j'interviendrai jamais sur ce que sera le destin de mes enfants. Si mon fils décide qu'il veut faire du catch, je l'aiderai du mieux possible, mais je lui mettrai aucune pression. Euh, Mon fils vient à la salle, il s'entraîne, il chute mieux que la plupart de mes élèves. Euh, mais je l'ai jamais poussé. Il y a le ring qui est là, s'il veut monter dessus, il monte dessus. Du coup, il y a des tapis, il y a tout ça, parce que bon, il a 10 ans, mais je l'ai jamais poussé. S'il veut, il fait. S'il veut pas, il fait pas. Si ça l'intéresse, ça l'intéresse. Si ça l'intéresse pas, il l'intéresse pas. Je pense que dans son esprit, lui, il veut être catcheur. Une fois, je me souviens, j'étais en voiture avec lui. À l'époque, tu sais, où quand tu es en classe, on te demande ce que tu veux faire à l'école. Et du coup, on avait cette discussion. Mais donc, je dis à mon fils, mais toi, t'aimerais faire quoi comme métier quand tu seras plus grand? Et très sérieusement, il m'a regardé, il m'a dit, ben moi, je vais être booster quand je serai plus grand. Et je dis, mais booster, c'est pas un métier, Dino. Moi, booster, c'est mon nom dans le catch, mais. Et du coup, il m'a regardé, il m'a fixé, il m'a dit, mais alors tu fais quoi dans la vie si booster, c'est pas un métier? Et j'ai trouvé ça magnifique, tu vois, parce que pour lui, j'entraîne, je fais du catch, je fais pas mal de choses. Pour lui, il pensait que ça, c'était un métier, tu vois. Et du coup, s'il veut faire du catch, je l'aiderai. Je le pousserai jamais et j'essaierai de le protéger au maximum du fait de, entre guillemets, d'être le fils de booster, quoi. Et j'essaierai qu'il n'ait pas trop ce stigmate sur lui. Quant à ma fille, elle est très intéressée pour les tenues de catch, designer les tenues de catch. Mais monter sur le ring, ça ne l'intéresse pas du tout parce qu'une fois, elle m'a dit de façon très sérieuse, le catch, tu tombes et tu sais très bien que tu vas te relever, mais tu t'obliges à tomber, c'est complètement con. Alors, du coup, elle a résumé ça comme ça. Pour elle, elle ne comprend pas l'intérêt du catch, en fait. Mais les tenues, les trucs, les machins, tout ce qui est artistique, ça l'intéresse. Mais en même temps, je dis ça, mais ma fille, dès que j'ai besoin d'une information sur la WWE ou un truc que j'ai oublié ou un truc qui s'est passé dans une storyline, je demande à ma fille, elle sait absolument tout. Donc, j'ai fait encore très long. Je suis désolé, mais pour te répondre, je serais très fier que mes enfants continuent. Si mon fils décide de faire de la danse classique ou du water polo, je serais tout aussi fier. Euh, voilà, il n'y a pas de pression aucune et je serai toujours le plus bienveillant que je peux, quel que soit le truc qu'il décide. Pour répondre aux quelques phrases que t'ont dit tes enfants, on peut dire que la vérité sort de la bouche des enfants. Absolument, surtout les miens, parce que pour les gens qui connaissent mes enfants sont des tueurs au niveau réparti. Si un jour mon fils décide de faire du catch, euh, tous les workers devront se mettre à l'abri parce que personne ne lui arrivera à la cheville en promo. Il a des phrases, il a des réparties qui sont hallucinantes pour un gamin de son âge, quoi. Oui, mais tel père, tel fils. Je veux dire, quand on voit que les fils de leur père catch arrivent à être encore meilleurs que leur père, qui arrivaient encore à être meilleurs que leur grand-père, etc., on voit vraiment la relève à la W, voire même ailleurs. Et je me dis que les fils d'eux arrivent à vraiment avoir ce talent inné parce que c'est naturel. Je veux dire, ils voient du coup leurs parents et eux, ils tombent directement dedans et eux, pour eux, c'est naturel. C'est même pas besoin de, c'est même plus un entraînement à ce moment-là, c'est leur vie. Et ça se trouve, tes Ça, ouais. enfants vont être peut-être même comme Cody Rhodes, qui sait, vont être peut-être même comme Randy Orton, peut-être même comme la famille Hart. C'est-à-dire qu'au final, ils sont nés dedans. Donc au final, bah, c'est leur vie aussi d'une certaine manière. Et donc du coup, c'est tout naturel. Ben, écoute, ce que tu dis est très vrai quand de temps en temps j'ai des petits moments de nostalgie et je regarde des photos de mes enfants quand ils étaient petits. Il y a pas mal de photos, j'ai des photos de mes enfants qui font quasiment leur premier pas sur un ring. J'ai des photos de mes enfants, notamment de mon fils qui est debout sur le ring et il est tellement petit qu'il dépasse même pas la deuxième corde. Et il est obligé de se tenir aux cordes parce il a du mal à se tenir debout. Donc effectivement, je pense que quelque part ça les marquera. Tu vois, c'est un truc tout bête. Par exemple, il y a Révolution 8 qui arrive. À Révolution 8, vu que tout le monde les connaît, tous les gens les connaissent, ils seront dans les vestiaires, ils vont courir partout. Mon fils va se faire la fierté de ramener les tenues, les vestes des catcheurs au vestiaire. Ma fille est super copine avec des catcheuses. Oui, c'est même pas une. Pour eux, le catch, c'est même pas un milieu. Comme tu disais très justement, c'est leur vie en fait. C'est-à-dire que de temps en temps, si j'ai besoin d'un coup de main, mon fils vient m'aider à démonter le ring, ma fille m'aide à faire tel truc. C'est tellement naturel pour eux qu'effectivement, c'est même pas un milieu, c'est leur biotope, pour pas employer un mot sérieux.
Tu parles du coup de Révolution 8, je pense que c'est même le moment idéal pour pouvoir en parler. Bah écoute, est-ce que tu as envie d'en parler un petit peu plus en détail, de nous expliquer les tenants aboutissants, faire un peu de teasing justement sur sur ce gros événement catch finalement, parce que c'est un petit peu Révolution, c'est un petit peu le WrestleMania version version ICWA. C'est ça, c'est-à-dire que c'est notre plus gros show de l'année. Et en fait, cette année, je tenais à avoir tous les champions de l'histoire de la ICWA sur le show. Donc, Doug est là, Doug Williams, Joey Legend est là, Luca Di Leo est là et Tommy End est là. Du coup, les champions sont là. Et cette année, au niveau du booking, j'ai pris la décision, qui est un peu casse-gueule, mais je l'assume, d'avoir moins de matchs. On a 6 matchs, mais il y a quasiment que des matchs qui pourraient être des main events n'importe où. Et l'idée du booking, c'est d'essayer de commencer fort et de rester fort tout le long du show, ce qui est très compliqué à faire, mais c'est le pari que j'ai pris. Et du coup, d'en avoir entre guillemets un petit peu pour tout le monde. Du coup, il y a les Shooting Stars, Senza Volto et Ace Angel, anciennement Petit Ange, pour le high flying. Il y a des workers plus confirmés comme Lucas Di Leo, Peter Fischer. Il y a Tommy End et Tristan qui sont là, qui ont sorti un match hallucinant l'année dernière. Cette année, c'est la revanche. Il y a moi et Rosto pour la, comment dire, après la séparation de la French Connection. Il y a Kalea Black, qui est une de mes élèves, dont je suis extrêmement fier, qui va catcher contre Jazz Lanka. Il y a un match de l'échelle, qui est une création 100% ICWA, dont la première édition a eu lieu à Révolution 5 en 2008. Et du coup, là, on refait cette édition-là. Donc, c'est vraiment. euh, alors, du coup, c'est pas du tout péjoratif, mais moi, je considère le catch un peu comme le cirque. C'est-à-dire que tu vas au cirque, il y en a qui aiment bien les clowns, il y en a qui aiment bien les voltigeurs, il y en a qui aiment bien le main à main. Et du coup, le catch, c'est pareil. T'en as qui aiment bien les voltigeurs, t'en as qui aiment bien les poids lourds, t'en as qui aiment bien le strong style, t'en as qui aiment bien le catch féminin. Il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Et le show a vraiment été booké dans cette vision-là. Et toujours dans l'idée de plaire au public local et aux fans les plus connaisseurs. C'est aussi un peu la gageure qu'on essaye de, à laquelle on est confronté à chaque fois et qu'on essaye de relever, c'est de plaire à un public local qui connaît très peu le catch, mais qui vient juste vivre un moment un peu d'évasion, et aux fans les plus connaisseurs. Donc on pense à tout ça en termes de booking. En plus, la Luna, c'est une super salle. Le public de Maubeuge, c'est un super public. Il y a toujours entre 900 1000 personnes. Du coup, les ventes se passent plutôt très bien en ce moment. Donc, ça va être une très, très, très belle fête du catch. Ça va être une ambiance digne de NXT d'une certaine manière. Mais écoute, alors, peut-être que ça va faire sourire des gens, mais moi, je trouve ça toujours hallucinant quand les gens quittent leur siège pour venir embrasser les catcheurs à la fin. La plupart des matchs des révolutions précédentes, les gens viennent au bord du ring pour congratuler les catcheurs, tapent sur le ring. Il y a une incroyable proximité entre le catcheur et le public. Il y a une ambiance absolument folle. Donc, ouais, quels que soient les mots que j'emploie pour le décrire, ça ne rendra jamais justice au fait de se déplacer et de vivre l'expérience en live, quoi. C'est pour mon anecdote personnelle, le peu de show de catch français que j'ai fait, j'avais même vu un show de catch où tu étais présent, c'était à Périgueux. Et c'est vrai que c'est comme l'avantage du catch français, c'est-à-dire que c'est pas prise de tête, c'est-à-dire que tu regardes ton show, tu apprécies, t'es dans le bain, t'es vraiment dans l'ambiance, c'est tranquille, et à la fin, tu peux aller te taper à la discute ou une petite photo avec des catcheurs, des catcheuses, etc. Et ça se passe super bien. Et quand on s'était rencontrés en 2012, ça s'était super bien passé, franchement, le cours était quand même bien passé, et même avec tout le monde, hein, que ce soit avec Morgane, que ce soit également avec... il y avait tellement de personnes, je crois il y avait Rosto, il y avait Tommy End également, Tommy End Ouais. qui est juste une crème. J'avais pu discuter un peu avec lui. C'est une crème, honnêtement. Franchement, c'est juste une expérience humaine. Vraiment. Et quand je vois également de tout ce qu'on a pu dire dans notre conversation, au final, l'ICW est quand même l'une des promos françaises ayant le plus essayé d'apporter quelque chose de nouveau, de novateur, ou essayer de relever un peu le niveau, essayer d'apporter un peu de nouveauté également, un peu de fraîcheur, que ce soit par le fait de faire venir des gros noms américains, mais pas que. Quand tu vois également que tu fais venir également des gros noms japonais à Japan Expo, et même avec le match de l'échelle dont tu me parles, type de match qui d'ailleurs me fait penser un peu à un mix entre le Money in the Bank, le Scramble Match et le Royal Rumble, rien que ça, eh ben, j'ai l'impression que les CWA apportent vraiment une sorte de catch 2.0 en France
alors sans vouloir être prétentieux, mais que n'ont pas forcément les concurrents. Les concurrents ont peut-être leur originalité ou leur concept, mais l'ICWA arrive à proposer une fraîcheur que n'ont pas forcément ses autres concurrents en France ou en Europe. Et justement, c'est peut-être ça qui fait la plus grosse force de l'ICWA, c'est justement son originalité. Ben écoute, c'est pas une réponse bateau que je vais te faire, mais le slogan de la ICWA, ça a toujours été ICWA, vous rendre fier d'être fan de catch. C'est notre philosophie depuis le début. On veut que les gens qui viennent nous voir ressortent encore plus fiers d'être fans de catch qu'ils le sont. Tout ce qu'on a pu faire dans le catch, ça a été sous-tendu par cette phrase-là. Fier d'être fan de catch. On est fier d'être fan de catch. On veut vous rendre fiers encore plus d'être fan de catch. Et tout ce qu'on fait, et tout ce qu'on a fait, et tout ce qu'on fera, c'est dans le but de vous rendre encore plus fiers d'être fan de catch. Et c'est ça le truc. Ça sert à rien de faire ce qui a déjà été fait. C'est mieux de prendre un risque. Au pire, on se latte, mais au moins on a essayé. Et c'est vraiment ça. C'est comme je disais tout à l'heure. Moi, ce qui m'intéresse dans le catch, en tant que catcheur, c'était sur le ring, tu crées ton match en fonction des réactions du public. En tant que promoteur, c'est exactement la même chose. Ce qui m'intéresse, c'est de prendre le pouls de ce qu'attendent les fans de catch, de ce qu'attendent le public local, et d'essayer de le leur donner. Et c'est vraiment ça. On veut que les gens soient fiers d'être fans de catch. On veut défendre le catch, quoi. C'est ça le truc. Bah, moi, personnellement, pour avoir vu plusieurs shows français, alors je l'avoue, hein, je n'ai jamais été à un seul show WWE en live et j'ai toujours préféré le catch français. Et le truc, c'est que pour le peu de shows de catch français que j'ai vu, eh ben, coïncidence ou pas, à chaque fois, il y a toujours un ou deux ou trois talents qui sont passés par l'ICWA. Et j'ai même eu la chance du coup de te voir également. Et je me dis que tous les talents de l'ICWA ont réussi à faire un match juste énorme. Et je pense que l'ICWA a pu avoir peut-être une petite influence dans leur choix de vie ou dans leur carrière, etc. Et je pense qu'ils ont pu garder justement cette touch, on peut dire. Et honnêtement, si vous aimez le catch, foncez. C'est un conseil que je peux vous donner, foncez. Euh, Peut-être que vous n'avez pas forcément l'opportunité ou la chance, ou peut-être qu'il vous arrive enfin des choses pas forcément cool, qui vous empêchent d'y aller. Mais si vous avez l'occasion, que ce soit Japan Expo ou ailleurs, foncez parce que c'est vraiment une expérience au moins à vivre si vous êtes fan de catch. Ouais, Je peux pas dire mieux, franchement. juste pour rebondir sur ce que tu as dit, ça me fait penser à quand on avait l'année dernière des difficultés avec les NFC, l'usine à catch, et du coup j'ai demandé à des gens que j'avais formés en fait de faire des vidéos pour donner envie aux gens de venir. Et Peter Fischer a dit un truc qui était très juste. Et alors ça peut paraître très prétentieux, mais encore une fois c'est basé sur des faits, donc je me permets de le dire. Il disait, si tu regardes la plupart des shows en France, les gens qui sont bookés, qui font des matchs de qualité, et en règle générale les gens qui sont bookés sur les main events, quelle que soit la structure. La plupart des gens, c'est des gens qui sont passés par l'INFC ou par la ICWA. Et il disait, mais est-ce que c'est vraiment le fait du hasard? Je Ah, pense, du coup, le simple fait de poser la question est très prétentieux, mais j'assume le fait, je pense que la ICWA et l'INFC ont eu une influence sur le catch en France qui a été, entre guillemets, rampante. Parce que pendant très longtemps, les portes des autres structures étaient fermées aux gens qui venaient de la ICWA ou de l'INFC. Et quand les portes ont commencé à s'ouvrir, du coup, ils ont commencé à influencer par leur niveau de catch, par leur attitude. Ils ont influencé les autres et ils ont fini par influencer un petit peu le catch français. Et même si je me fais bâcher pour dire ça et même si on me prend pour le mec le plus prétentieux, le catch français a changé sous l'influence de la ICWA et de l'INFC. La certitude. Est-ce qu'il a assez changé? Non. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de trucs à faire? Énormément. Est-ce qu'on est arrivé tout en haut de l'échelle? Non. Mais on a franchi une partie de l'échelle. On a franchi une ou deux marches sur l'échelle. Et oui, je pense qu'on y a contribué. Moi, Christophe Ajus, tous les gens qui ont catché pour nous, tous les élèves qu'on a formés, oui, je pense qu'on a eu une influence. Et au moins, si on n'a pas révolutionné le catch en France, on a au moins apporté ça. pour conclure cette interview, parce qu'il faudra, je pense, un jour la conclure, même si on aurait tellement de choses à dire, si tu avais des conseils, des suggestions, pour des gens qui souhaiteraient un jour se lancer officiellement dans le catch, que pourrais-tu dire? Alors, le premier conseil, c'est de faire un examen de conscience et d'être sûr qu'on est assez passionné et qu'on est prêt à se donner les moyens. Il faut vraiment pas décider ça au hasard. Si vous faites une introspection et que vous avez décidé que c'est vraiment ça que vous voulez faire dans la vie, il faut regarder le plus de catch possible, quel que soit le catch.
il faut se déplacer pour voir des shows, il faut essayer de se bâtir la plus grosse culture catch possible. En parallèle, selon votre âge, il faut faire un sport qui peut vous préparer au catch, que ce soit la lutte, les arts martiaux, la gymnastique. Aller au gym, c'est très important. Ça, c'est la base des bases. Après, quand vous décidez de rentrer dans une structure pour apprendre, ben, il faut se renseigner sur la structure et sur la personne qui vous entraîne. Si la personne qui vous entraîne n'a jamais catché nulle part, c'est déjà mauvais signe. Comment il pourrait vous apprendre quelque chose qu'il ne connaît pas? C'est un truc de base. Euh, et puis voilà, on regarde maintenant, il y a Internet avec le bouche à oreille, on sait vite si les gens disent des trucs vrais ou pas. Du coup, d'être très judicieux sur le choix de son école. Et après, de se donner corps et âme au catch. D'y passer du temps, du temps, du temps. De se donner les moyens de réussir, de se déplacer quand on doit se déplacer, de dépenser de l'argent pour des stages, après pour une tenue, après pour des bottes, après pour tout ce qui fait qu'on peut arriver à être considéré comme un pro. Effectivement, ça coûte de l'argent, mais je dis souvent ça à mes élèves, l'argent qu'on dépense pour la formation, c'est un investissement. C'est-à-dire que si vous apprenez un métier, c'est normal de dépenser de l'argent pour apprendre un métier. Après, le métier va te nourrir toute ta vie et tu vas récupérer ton investissement. Donc, de façon résumée, c'est un petit peu ça de manière un peu condensée, c'est ça les conseils que je donnerais à une personne qui veut se lancer dans le catch, quoi. Que dire de plus? Là, je dois dire que les conseils qui sont quand même très bons. As-tu du coup Et un... Oui? juste, excuse-moi, juste un dernier conseil que j'oublie. C'est très important, la réussite dans le catch étant enfin, pas assurée du tout, euh, c'est très important d'avoir un bagage à côté du catch. C'est très important soit de faire des études, soit d'avoir un métier dans les mains pour si un jour le catch s'arrête. Moi, par exemple, j'ai fait une licence de lettres. Euh, du coup, j'ai passé le concours pour entrer à l'UFM et j'ai fait tout ça avant de me lancer totalement dans le catch. Enfin, totalement dans le catch, de tout arrêter pour d'essayer de ne vivre que du catch. Je sais que si demain je suis obligé d'arrêter le catch, je peux passer un concours administratif, je peux trouver un métier avec le diplôme que j'ai. C'est très, très, très important de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, de continuer les études le plus longtemps possible ou d'avoir un métier entre les mains. C'est une condition sine qua non. Moi, ça m'est déjà arrivé que des gens me disent je vais m'installer à Béthune, je laisse tomber mes études et je m'entraîne au catch. C'est des gens que j'ai refusés. Parce que du coup, si tu n'es pas capable de te donner à corps et âme pour des études, tu n'es pas capable de te donner corps et âme pour le catch non plus. Parce que ça fait partie du jeu. Donc je m'excuse, je t'ai coupé, mais je tenais absolument à dire ça parce que c'est très important. Non, mais il n'y a pas de souci parce qu'au contraire, j'ai pu retrouver ce que j'allais dire et j'avais une grosse question et pour moi, ça me semble quelque chose de très primordial. Le public peut être d'une certaine manière au courant ou peut avoir son avis à donner là-dessus. Mais moi, j'ai constaté une chose vis-à-vis du catch français. Alors, ce n'est pas un coup de gueule, c'est pas un coup de cœur, c'est plutôt neutre. Mais as-tu l'impression que le catch en France agit plus comme si c'était un club de pétanque, plus qu'une réelle entreprise afin de réellement développer quelque chose, réellement développer une activité ou un marché ou développer un public ou quelque chose. As-tu ce sentiment-là, toi? Oui, après, le grand jeu dans le catch en France, c'est d'essayer de couper les pattes des autres. Plutôt que de faire l'effort de s'élever au-dessus des autres, le gros sport national dans le catch français, c'est d'essayer de rabaisser les autres pour paraître plus haut. Et du coup, c'est totalement contre-productif parce que si on se donnait tous les moyens de faire le mieux possible et si on se tirait la bourre en privilégiant la qualité plutôt que de se faire des coups de traître dans le dos, ça nous obligerait tous à être meilleurs. Et du coup, on serait tous meilleurs. Mais le sport national en France, c'est d'essayer de dire du mal des autres sur Internet. Dès qu'on peut essayer de faire une crasse à quelqu'un, on le fait. Dès qu'on peut dire du mal de quelqu'un, on le fait. C'est ce genre de choses-là. Et effectivement, c'est comme tu disais, l'esprit club de pétanque, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui manque au catch français dans sa globalité, ce qui manque à la plupart des structures, ce qui manque à la plupart des catcheurs et à la plupart des entraîneurs, c'est de l'ambition. Aucune réussite n'est possible sans ambition. Et le catch français, la majorité,
écrasante du catch français est totalement dépourvue d'ambition. C'est dramatique à quel point c'est dépourvu d'ambition. Et tu mets le doigt dessus, oui, effectivement, c'est un énorme problème. Après, moi, alors je ne suis qu'un simple fan, hein, n'ai pas la vérité absolue, je ne fais que donner mon avis de consommateur et de spectateur, mais finalement, je me dis qu'il suffirait de pas grand-chose pour finalement apporter peut-être soit un nouveau vent de fraîcheur, soit raviver la flamme. Je me dis que le catch en France n'est pas perdu. La preuve, on voit actuellement que ça recommence à grimper. Il y a du potentiel. Je pense qu'il suffit cette fois-ci de le ressaisir et d'aller le plus loin possible. Après, comme j'ai dit, je ne suis qu'un simple fan. Je ne prétends ni avoir raison ni avoir tort, Mais, mais je n'utilise que mon expérience professionnelle et mon vécu pour justement peut-être essayer de le transmettre ou apporter des choses en plus dans le domaine du catch qui justement manquent de ce vécu professionnel. mais écoute, euh, qu'est-ce qui pourrait changer le catch en France? Il y a un truc tout bête qui pourrait changer le catch en France. Que ce soit pour les gens qui sont dans le catch, que ce soit en tant que promoteur, catcheur, booker, entraîneur, ou plus généralement pour les fans de catch. Si tous les gens qui ont de l'intérêt pour le catch en France se levaient un matin, se regardaient dans la glace et se disaient, pendant les 3 mois qui viennent, je ne vais pas faire ce qui est bon pour moi, je vais faire ce qui est bon pour le catch en France. Ces 3 mois changeraient tout dans le catch en France et ça serait une révolution à 180 degrés. Parce que les bonnes volontés sont là, mais elles ne s'expriment pas assez fort pour que ça change quelque chose. Les talents sont là, l'énergie est là, et la synergie pourrait être là. Il suffirait que les gens se disent, je fais pas ce qui est bon pour moi, je fais ce qui est bon pour le catch. Et ça changerait absolument tout. Moi, je pense que c'est faisable, hein. Il suffit juste de réunir les gens de bonne volonté et toutes les synergies dans la même direction. Je pense que c'est faisable. Bah, mais après, voilà, après, encore une fois, je ne redis cette phrase. Je n'ai en aucun cas ni raison ni tort. Je ne fais que donner une opinion et un simple point de vue. Rien de plus. Après, je respecte Mais totalement l'avis des je, autres. je, je, je pense que tu as raison. Après, comme je disais, le gros problème, c'est que le jour où, admettons de façon hypothétique, admettons que ces énergies se mettent ensemble, dans le même temps, des énergies se mettront ensemble pour leur casser les pattes. Et c'est ça le drame du catch français. C'est que dès que quelqu'un essaye de faire quelque chose de bien, plutôt que même au, au- le moins grave, ce serait d'être indifférent. Mais non, il faut que les gens soient nuisibles, néfastes. C'est un truc qui est tout bête. On fait un show le 21 mai à la Luna. Une petite association locale de catch a trouvé intelligent à 50 km de faire un show gratuit. Juste dans le but, je le dis comme je le pense, d'essayer de nous faire chier. Ils n'auront aucune influence sur le show. Du coup, ça change rien pour nous, mais ça montre l'état d'esprit, tu vois, la petitesse et la bêtise des gens, quoi. Et alors que ce serait tellement plus simple, le jour de Révo, de venir sur le parking de Révo à la fin du show et de faire un tract et de faire le show la semaine d'après et de faire leur pub grâce à notre show. Ça, c'est productif, ça, c'est intelligent. Mais non, Au, faut faire le show le même jour, tu vois. au Et risque, ça, c'est ça qui est dramatique dans le catch français. C'est la bêtise crasse de certaines personnes, quoi. au risque de poser une question très, très conne, hein, mais j'assume. Pourquoi faire un show gratuit? Je veux dire, c'est même avec ce genre d'initiative qu'au contraire, la plupart des clubs de catch sont en déficit. Je comprends pas tellement Ben, parce l'intérêt, quoi. que, parce que si tu penses que ton produit ne va pas attirer, mais que tu veux essayer d'être un caillou dans la chaussure du gars qui est à côté, ben, tu fais un show gratuit en te disant ben, je vais peut-être leur prendre une partie du public, vu qu'il y a un show qui est payant et nous, c'est gratuit. Ouais, enfin, C'est même pas la question. De c'est quand toute même, façon, si, le show qu'ils vont faire, il y a aucun catcheur qui est payé, personne n'a le niveau pour être payé. Le ring, ils l'ont fabriqué eux-mêmes. Il leur a rien coûté. ouais, Tu enfin, vois ce que je veux dire? euh, C'est le club de pétanque, comme tu disais. je vois ce que tu veux dire, mais au final, non seulement c'est quand même un manque de respect pour le catch, de un, de 2, quel intérêt d'aller voir un show de catch low cost? Donc, parce que voilà, d'un côté, vous avez du caviar style NXT. Alors, excuse-moi, c'est peut-être très valorisant ce que je veux dire, mais c'est vrai, je veux dire, avec tout le potentiel que tu as investi avec les gens et tout le roster, tout le staff qui sera présent à Revo, ce sera du style NXT, Ring of Honor, PWG.
Et de l'autre, tu as le catch club des années 60. Alors, je sais pas qui sont ces mecs, franchement, je m'en fous, c'est pas du tout le but. Mais quel est l'intérêt? Parce que du coup, ça veut dire que c'est de la vente à perte, de un. De 2, ça veut dire que tu proposes un produit type Eco Plus, alors que de l'autre, toi, tu as carrément le produit haut de gamme Rolls-Royce. Quel est l'intérêt? Je ne comprends pas. C'est un peu comme si tu prenais ta Ben, voiture, que tu fonçais à 180 à l'heure et que tu te fonces dans le mur. Sincèrement, je ne comprends pas l'intérêt. mais pour moi, pour les gens, je pense aussi qu'il n'y a pas d'intérêt. Le seul truc, c'est que tu peux jouer sur les gens si c'est plus près de chez eux et qu'ils voient catch sur l'affiche, pour les gens, catch, c'est catch. Si t'es pas connaisseur de catch, il y a catch sur l'affiche, tu vas au show qui est le plus près de chez toi. Mais pour répondre à ta question, pourquoi les gens le font, c'est un truc tout bête en fait. Maubeuge, je crois que c'est la 31e édition ou la 32e édition du Gala de Catch. Avant que la ICW arrive à Maubeuge, il y a eu 2 ans de transition où c'est ce petit club local qui faisait le show à la Luna. Et en 2 ans, avant ce club local, il y avait la VS. Le dernier show de la VS, il devait y avoir style 800 personnes, peut-être 900, je sais pas. Mais la salle était quasiment pleine. Il y a eu des problèmes que je ne vais pas aborder, mais du coup, les organisateurs ont décidé de faire appel à ce club local. La première année, ils ont eu 400 personnes. La deuxième année, ils ont eu 200 personnes. Ce petit club local a failli tuer la ville, alors que Maubeuge, c'est une ville de catch. C'était tellement dégueulasse leur show qu'ils ont failli tuer la ville. Et du coup, les organisateurs nous ont appelés et nous ont dit, OK, on va essayer de remonter le truc. La première année, on a dû avoir style 700, 800. Après, on a eu 800, 900. Cette année, on va avoir entre 900 et 1000. Mais du coup, pour ces gens-là, encore ce que je te disais, c'est de la bêtise. C'est-à-dire que le simple fait qu'ils aient failli tuer la ville, ça leur suffit pas. Ils supportent pas le fait que maintenant, nous, on y soit et que ça marche. Et du coup, pour te répondre, c'est de la bêtise. Mais Ça se résume à ça. c'est surtout que se lancer contre l'Armada ICWA, surtout quand en plus vous avez énormément de communication. Toi-même, en tant que booster, tu es présent sur le site Catch Quotidien. Il me semble que tu es chroniqueur là-bas où tu fais partie également de leur contenu. Donc en termes de Ouais. publicité, tu es même renommé. Pas mal de sites, de pages Facebook, de forums partagent justement toute l'information et toute la hype sur Evolution. Donc ces mecs-là vont passer totalement inaperçus, ils seront totalement aveugles. Les gens ne sont Oui, mais pas dupes, ils vont. dans leur esprit, ils seront contents d'avoir essayé de nous faire chier. Ça leur suffit. Ouais, Ça vole pas plus que ça, hein. Ça vole pas plus haut que ça. Ça sert à rien d'essayer de trouver des causes métaphysiques au truc, hein. C'est juste le. Moi, il y a une phrase que je dis souvent, parce qu'elle me semble très juste. Quand tu n'as plus aucun pouvoir, le seul pouvoir qui te reste, c'est le pouvoir d'essayer de nuire. Les gens faibles, ils essayent de nuire. Si tu essayes de nuire à quelqu'un, c'est comme si tu lui disais je suis faible. Ben, c'est exactement ça. Les gens qui essayent de nuire aux autres, c'est des gens qui sont fondamentalement faibles. alors, Et c'est un incroyable aveu de faiblesse. alors à ce moment-là, est-ce que la meilleure arme, c'est l'indifférence? Alors là, C'est abs- ce sera encore pire pour eux, étant donné que là, ils auraient Et plus du écoute, tout aucune visibilité. c'est absolument ça. C'est-à-dire que les personnes en question, quand on a une page sur Facebook, Gala de Catch Révolution, où en quelques jours, on est quasiment à 900 personnes qui aiment la page. Et les gens ont trouvé intelligent de venir faire la pub pour leur show sur notre page. Et, Oh alors, non. et du coup, les gens m'ont dit, bah, pourquoi t'effaces pas les messages? J'ai rien effacé. Pour moi, c'est comme si ces messages n'existaient pas. Je suis totalement indifférent. Là, je t'en parle pour te donner un exemple de ce qui peut se passer dans le catch français. J'ai même pas supprimé les messages sur la page. Parce que j'en ai strictement rien à foutre. Ça fait 20 ans que je me bats comme un chien pour me faire une place dans le catch. J'ai appris tellement de choses. Et c'est pas pour finir 20 ans après à donner de l'importance à ces gens dont le seul pouvoir est d'essayer de nuire. Donc, effectivement, j'ai même pas effacé les messages, ça n'a aucune importance. Euh, je suis sûr qu'ils ne nous voleront absolument aucun public. Et voilà, c'est effectivement, comme tu dis, c'est l'indifférence. Pour te dire à quel point c'est ridicule, sur ce show-là, il y a un catcheur qui fait son jubilé. Il fête sa retraite. Le gars n'a jamais catché nulle part. Il est resté dans son club pendant des années. Il n'a jamais eu un booking dans une autre structure que son propre club. Et ce gars se paye le culot de faire un jubilé. Tu vois, c'est pour te dire à quel point les gens sont hors de la réalité, qui vivent dans leur monde fantasmatique, quoi. Sympa, dis donc, Lego de Je veux un jubilé, dis donc. Waouh. Ben écoute, moi, très franchement, le jour où j'arrêterai le catch, je ferai pas de jubilé.
Oh, tu pourrais, parce que quand on voit que Bernard Lama, dans le domaine du football, a fait un jubilé, et que d'autres aussi ont fait un jubilé dans le domaine du football, ou même dans le domaine de circuit automobile ou ailleurs, euh, pour toi, ce serait amplement mérité, parce que ce serait un réel hommage. Il y aurait peut-être tes talents qui pourraient venir, le show serait peut-être sans doute l'un des plus remplis de l'ACWA. Non, je pense que toi, ce serait légitime, je pense. Vraiment. Non, Ah, non, moi, le jour où je ferai mon dernier match, j'annoncerai que ce sera mon dernier match, j'arrêterai et j'arrêterai. Là, j'aurai pas de retraite euh, à rallonge. Le jour où je dirai que c'est mon dernier match, ce sera mon dernier match. Mais ce sera pas un show spécial pour mon dernier match. Le fait de faire un jubilé, c'est... alors, je prends un exemple très extrême, mais les gens se sont offusqués de la défaite de l'Undertaker à WrestleMania. La défaite de l'Undertaker à WrestleMania, ça veut dire personne n'est plus grand que le business. Il y a une règle de base dans le business. Tu deviens une star parce que des gens ont perdu contre toi. Et du coup, ces victoires-là ont fait de toi une star. Quand tu pars, quand tu es sur la fin de ta carrière, c'est normal de perdre contre des jeunes talents. Personne n'est plus gros que le business, même pas l'Undertaker à WrestleMania. Même lui, il a perdu à WrestleMania pour mettre en avant un autre catcheur. Moi, le jour où j'arrêterai le catch, mon dernier match, ce sera mon dernier match et ce sera ma manière de rendre au catch ce que voilà. Et une fois que mon dernier match sera passé, le show d'après, ce sera à d'autres d'avoir la vedette, ce sera plus à moi. Et du coup, il n'y aura pas de jubilé, il n'y aura pas de truc comme ça. Parce que il faut être humble. Personne ne mérite de se mettre avant le business. Le show de catch après ma retraite, ce qui comptera, c'est le show de catch. C'est pas moi. Alors, une petite chose, et ça me permettra de pouvoir conclure ce podcast. Euh, pour toi, quel aurait été l'adversaire que tu aurais rêvé d'affronter, et quel est l'adversaire que tu aimerais affronter lors de ton tout dernier match? L'adversaire que j'aurais rêvé d'affronter, c'est Owen Hart. Et dans les personnes actuelles, euh, l'adversaire que je rêverais d'affronter, c'est un catcheur japonais qui s'appelle Kensuke Sasaki. Et contre qui j'aimerais avoir mon dernier match. Malheureusement, moi j'ai bientôt 40 ans et il est encore petit. J'aurais rêvé d'avoir mon dernier match contre mon fils, s'il décidait de faire du catch. C'est une belle symbolique. Mon rêve, si mon fils décide de faire du catch, ce serait de faire mon dernier match contre mon fils et de perdre ce match-là. Le fils deviendra le père et le père deviendra le fils. Écoute, ce serait la plus belle fin de carrière dont je pourrais rêver. Ce serait le plus beau passage de flambeau, je pense. Oui, et puis ce serait tellement symbolique sur plein de plans personnels et trucs. Donc, c'est le match dont je rêve, qui aura peut-être jamais lieu, on verra. Mais voilà, les rêves ne coûtent rien, donc ça ne coûte rien de les avoir. En tout cas, c'est un beau rêve. Et, est-ce qu'il y a, bah, du coup, tu parles de ça, mais est-ce qu'il y a peut-être un second catcheur que tu aurais aimé affronter? Alors lui, là par contre, ça aurait pu être possible du coup comme affrontement. Écoute, j'aurais pu catcher Daniel Bryan, parce que je l'ai fait venir sur un de mes shows, et j'ai toujours eu pour principe de ne pas catcher les stars que je faisais venir. Aussi pour, toujours pareil, parce qu'il faut être humble. Et parce que à ce moment-là de ma carrière, je pensais que j'étais pas le plus apte à sortir le meilleur match contre cette star. J'aurais pu catcher Daniel Bryan, j'aurais pu catcher Ultimo Dragon, j'aurais pu catcher Cesaro, j'aurais pu catcher Chris Hero, j'aurais pu catcher Dragon Kid, Shima, Vampiro, Raven. J'aurais pu faire le main event de WrestleMania 4 contre Raven. C'était à moi de le décider, c'est moi qui bouquais le show. J'aurais très bien pu booker ce show-là, me booker un main event de tous les Révos contre toutes les stars. Je ne l'ai pas fait. Donc voilà, c'est des choix. Je les regrette pas. Je pensais que c'était la bonne chose à faire. J'aurais, je serais confronté aux mêmes choix aujourd'hui, je ferais les mêmes. Euh, donc voilà, donc ta question c'était de savoir si une deuxième personne ça aurait été possible. Euh... Pour- Qu'est-ce que je pourrais te dire? Moi, genre, c'est mon humble avis, bien entendu. Pour la symbolique, j'aurais plutôt dit Rosto pour justement conclure la French Connection. Mais vu que c'est une Ben écoute, symbolique et que j'adore les symboliques. bah du coup, Rosto contre moi, ce sera forcément à Revo. Et d'ici là, qu'est-ce qui se passera après? Qu'est-ce qui se passera avant? C'est difficile à dire dans le catch. Je peux même pas te répondre à la question parce que moi, je ne sais pas. Et
Mais voilà, si, juste, je viens de penser à ça. Pour répondre à ta question, quelque chose qui aurait pu être possible, parce qu'on a failli le faire venir plusieurs fois, j'aurais bien aimé faire un match pour le titre XTC, qui est le titre hardcore de la ICWA, contre Sabu. On est passé pas loin de le faire. Ça a failli se faire deux, trois fois. Mais Sabu est dur à gérer, donc du coup c'était compliqué. Mais c'est un match qui aurait pu avoir lieu, qui n'a pas eu lieu, mais j'aurais bien aimé que ça se passe. Oui, il paraît que Sabou a pas mal d'emmerdes avec les chambres d'hôtel. Sabu a pas mal, pas mal d'emmerde avec pas mal de choses. Ouais. C'est un être très particulier. Je lui ai parlé en tête à tête deux, trois fois et on a pas mal communiqué par email et tout ça. Effectivement, c'est certainement un garçon adorable, mais il est difficilement gérable. On arrive pas très loin des 1h50. Bah écoute, on va conclure ce podcast, cette interview. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin, une dédicace, un coucou, un petit message à faire passer Écoute, bah déjà, merci à tous les gens qui seront arrivés au bout de l'interview, parce que ça fait 2 heures. Ça montrera que vous êtes patients. J'espère que ça vous aura intéressé. Si vous écoutez cette interview, c'est que vous êtes fan de catch. Faites l'effort de vous déplacer pour aller voir des shows. Euh, c'est injuste de juger le catch français sur ce que par ce que vous entendez. Faites l'effort de vous déplacer et jugez par vous-même. Euh, je vous demande pas d'être fan inconditionnel de catch français sans connaître. Faites l'effort de vous déplacer, faites-vous votre propre avis, ne vous laissez pas influencer par les autres. Euh, voilà, si vous êtes fan de catch, on partage la même passion. Et souvent, je dis aux gens, être passionné de catch, c'est une très bonne maladie. C'est une douce maladie. Euh, voilà, le catch, c'est un sport fabuleux, c'est un spectacle fabuleux. Que dire? Voilà. Et puis, pour conclure, un remerciement à toi de m'avoir contacté pour faire cette interview. C'était un très grand plaisir. Et voilà, j'espère que ça intéressera les personnes qui écouteront l'interview. Et encore tous mes remerciements d'avoir fait appel à moi. Bah, c'est plutôt à moi de te remercier parce que c'est plus qu'un simple honneur de t'avoir en interview depuis le temps que je te suis, depuis le temps que je suis fan de catch, depuis le temps que j'avais envie de faire un réel contenu. T'avoir en interview, c'est un petit peu comme essayer d'avoir, comment expliquer ça? C'est un peu comme essayer d'avoir l'une des meilleures personnalités de catch en France, en tout cas celle qui a le plus contribué. Ça paraît prétentieux ce que je dis, mais franchement, je m'en fous, j'assume. Faut savoir reconnaître les choses, et honnêtement, tu es l'une des personnes qui a le plus apporté au catch en France. Et honnêtement, c'est pour moi le plus grand honneur que j'ai pu avoir depuis que je fais des vidéos sur YouTube. Je n'ai jamais eu la chance de pouvoir être catcheur pour plein de problèmes de santé, et je me dis j'ai envie de contribuer au catch. Le fait de faire ces interviews, c'est quand même donner la parole aux gens qui prennent tous les risques pour nous divertir, et ce serait qu'un simple remerciement, un simple retour des choses, de leur donner la parole, de leur donner vraiment un peu de spotlight, vraiment leur donner un peu de lumière pour vraiment dire aux gens, regardez, ce sont ces gens-là qui nous divertissent, et pour moi ce sont ces gens-là que j'apprécie vraiment à l'égal quasiment que ceux de la WWE, quoi. Donc pour moi, vous montez sur, je dis vous parce qu'il y a toi et tous les autres, vous montez sur un Ouais. ring, vous prenez tous les risques, et pour moi, vous devez être remercié, vous devez vraiment être pas sur un piédestal, mais au moins être vraiment pris en compte, voilà. Et c'est le but de ces interviews, c'est vraiment de, de vraiment vous donner l'hommage que vous méritez à tous dans le catch. Ben écoute, je te remercie pour tous ces gentilles remarques. Et puis, euh, ben écoute, toi aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le catch, c'est une chaîne. Il n'y a pas de maillon plus grand que l'autre. C'est une chaîne, tous les maillons ont la même taille. Et ce que tu fais peut aussi contribuer à, à faire du bien au catch. Chacun, euh, quelle que soit la place qu'on est, le fait d'avoir de la bonne volonté, de se donner les moyens de faire du bien au catch, voilà, ça doit être reconnu et ça doit être remercié. Donc, comme je te dis, encore une fois, merci d'avoir fait appel à moi, puis de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer, puis de parler un petit peu de catch français, quoi. Est-ce que tu veux que je t'avoue un truc, et je pourrais conclure ce débat? Vas-y. Je vais t'avouer un truc, tu es en fait dans mon top 5, voire même dans mon top 10 des personnes que je voulais avoir le plus en interview. Bah écoute, ça me fait très plaisir.
Voilà. Merci du coup aussi à vous qui nous écoutez pour cette interview. Alors, elle était beaucoup plus longue que prévu, je vous l'accorde. Rassurez-vous, je mettrai le chapitrage. Enfin, je dis ça en même temps, ils verront tout de suite le chapitrage dans la description. Donc, au pire, ce que je dis est totalement inutile. Enfin, c'est pas grave. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve du coup très très vite pour de prochaines vidéos. Et quant à vous, ben, portez-vous bien. Salut!